L'élément déclencheur, il est extraordinaire et tu vas voir que des fois la vie elle tient pas à grand chose. On est en janvier 2020. Je viens d'avoir cette promotion que j'ai tellement attendue. Au bout d'un mois, mon directeur général m'appelle et me dit «Oui, Corto, il y a trop de voitures sur le parc, il faut déstocker ça». Et j'ai une phrase malheureuse, écoute bien. Je lui dis «Il me faut un peu de temps, je viens d'arriver dans l'équipe, les gars ils bossent pas encore pour moi, faut que je les manage». Pardon? Tu te prends pour qui, Corto? L'équipe bossera jamais pour toi. L'équipe elle bosse pour le groupe. Mais t'étais personne toi. T'es qu'un directeur parmi les autres. Là, il y a rupture. Bonjour à tous, nouvel épisode de Déclencheur. Et pour commencer, je voulais déjà vous remercier car vous êtes de plus en plus à vous abonner, à me suivre sur les réseaux et sur la page Instagram de Déclencheur. Pour ne rien manquer de prochains podcasts qui vont arriver, je vous demanderai d'activer la petite cloche, de vous abonner et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un passionné automobile, un grand commerçant dans l'âme, et je suis avec Benoît Corto. Comment ça va, Benoît? Moi, ça va au top. Tout va bien? Oui, je suis ravi d'être là, vraiment. T'es sorti de ta Creuse Oui, pour venir à Paris. exactement. J'ai pris mon petit cheval, je suis monté sur ma petite vache, j'ai enlevé mes bottes et je suis monté jusqu'à la capitale. Et t'es là, en chair et en os. Exactement. D'ailleurs, il y avait un dress code pour le col roulé là ou quoi? Pas du tout. Et Non. puis, t'as vu, on a changé de... C'est un tout nouveau studio ici. Et avant, j'avais des micros qui étaient posés. Et la micro-cravate. Et tous les deux, on est embêtés avec les cols roulés. Voilà. Bon, on va commencer par une question toute simple, mon cher Benoît. Qui est Benoît Corto en quelques mots? Waouh. À partir de quand? De le début, évidemment. Qui est quelqu'un de normal qui aime la voiture passionnément, profondément. Et puis j'aime aussi le commerce et les gens. Voilà, voilà qui je suis tout simplement. Raconte-nous un petit peu comment tu as commencé ta vie, les études, ce que tu as pu faire dans le passé. Oui, alors écoute, j'ai un bac littéraire. C'est pas foufou. Donc anglais, allemand, russe. C'est vrai? Oui, vraiment. Mmh. Enfin, je disais le bac. J'ai passé le bac. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que je l'ai pas eu. Ah ouais, Voilà, tout simplement. faute d'orthographe? Euh, Non, 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 non. Donc, un parcours assez simple au niveau études et je suis rentré très, très vite dans le monde du travail. Et en Quel était ton l'occurrence, premier business? mon premier business, c'est de faire l'école de vente Renault. Voilà, une alternance pendant 18 mois, à être le larbin des seigneurs de l'époque. C'est comme ça que ça a commencé. Et toujours à Guéret, dans la Creuse? À côté, à Montluçon, dans l'Allier. Ok. Donc, tu as commencé chez Renault, tu as fait, c'était quoi, une alternance à l'époque quand t'as fait Exactement, contrat d'alternance avec école de vente qui était à Lyon. Je crois qu'il y avait des directions régionales un peu différentes, voilà, qui étaient... Et puis voilà, comme je te disais, j'étais le larbin des autres parce que dans cette époque-là, parce que mine de rien, bon, j'ai 46 ans et j'ai commencé moi en 2001, donc il y a 25 ans. Mais il y a 25 ans, c'était pas le même monde qu'aujourd'hui. Pas du tout. On traitait pas les alternants comme on les traite aujourd'hui. Ok. Et donc, du coup, de fil en aiguille, tu as été beaucoup chez Renault, de ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire alternance chez Renault, tu as travaillé chez Renault jusqu'à en être directeur d'une concession, c'est ça? Oui, oui, ben, un parcours, j'ai envie de dire, classique dans l'automobile, alternant, ensuite, le parcours en quelques mots, vendeur secteur. Donc tu sais, tu vas chez les agents pour vendre les voitures aux particuliers, après tu vas chez eux le soir pour vendre des voitures à 19h ou à 20h chez eux. Après, vendeur magasin, donc là, première étape sérieuse, ça veut dire que tu es confirmé, tu peux recevoir les clients dans un hall. Et puis le temps est passé et j'ai eu une petite sortie où je me suis mis à mon compte une première fois, Ok. à l'âge de 23 ans, jusqu'à 27 ans. Et ensuite, je suis revenu. Attends. Tu t'es mis à ton compte, mais qu'est-ce que tu as fait? Et bien, j'ai vendu des voitures d'occasion. Ah, marchand automobile classique. Oui, à Guéret toujours, et ça s'appelait Auto 23. Ok. Voilà. Et ça a duré 5 ans exactement, l'aventure. Donc ça, c'est ce que tu as fait avant de repasser chez Renault, puisque tu es retourné chez Renault après. Eh bien oui, parce que mon entreprise, elle n'a pas marché comme il fallait. Donc, elle a terminé en liquidation. Et là, j'ai dû recommencer mon parcours et repartir de la base. Et je suis retourné chez Renault parce que j'avais une appétence pour la marque. Et puis, comme on dit, tu as le losange qui est gravé. C'est-à-dire qu'à force, quand on te le martèle que c'est une super marque, je suis revenu chez eux. En plus, c'était pour moi important de rester avec cette entreprise parce qu'ils m'avaient formé. Et là, reparcours classique, on repart en bas de l'échelle, vendeur, chef de groupe, chef des ventes, responsable de site, directeur et directeur de plaque à la fin.
Voilà, donc directeur de plaque, c'est-à-dire j'avais 2 concessions en fait à gérer. On va repartir un petit peu en arrière, puisque tu sais que sur Déclencheur, on est une émission business et automobile. À ton avis, quelles ont été les erreurs quand tu as monté ton garage la première fois où tu as échoué? Quelles ont été les erreurs et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement pour pas faire ce type d'erreur? Bon, les erreurs, j'en ai fait 1000, peut-être même 2000, et puis je continue d'en faire. Donc ça s'arrêtera jamais. Si on parle vraiment de la première expérience, donc le garage Auto 23, j'ai ouvert à 23 ans. J'étais plus arrogant que maintenant, aussi ambitieux, mais j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, donc j'avais déjà ce sens de la communication. À l'époque, les publicités, on les faisait sur les petits journaux, tu sais, le paru vendu, les machins, donc Paris Boom Boom, je sais pas si tu as connu ça, les journaux gratuits qu'on trouvait devant la boulangerie. exactement, c'est comme ça que ça a commencé. Tu mettais une annonce et les gens voyaient l'annonce une semaine après. Moi, j'ai connu ce temps-là. Et puis, oui, bah, d'abord, j'étais pas un gestionnaire comme j'ai pu le devenir avec le temps. Et je pense que j'achetais pas bien, je vendais pas mal, mais surtout, je pense que je savais pas compter. Voilà, donc Donc tu mélangeais chiffre d'affaires et bénéfices? même pas tant que ça, parce qu'en fait, je gagnais pas beaucoup d'argent. Et là, je crois que la meilleure année que j'ai fait, c'est d'être à zéro. Donc, j'ai jamais été un très bon chef d'entreprise de 23 à 28 ans. Mais il s'est passé. La fin, elle a été provoquée, pas forcément parce que j'étais pas très rentable, mais surtout parce que j'ai eu un accident qui m'a éloigné du commerce pendant longtemps. Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Il y a, alors, je venais d'arriver à Guéret dans la Creuse. Je remets le contexte, dans la campagne, les machins. Et j'avais une bande de copains avec qui on faisait du quad et de la motocross tous les dimanches matins. Et tous les dimanches matins, on est 9 quads et 9 motos à se balader dans les chemins pendant 2-3 heures. Un dimanche, on est 10. Il y en a un qui nous rejoint, mais il n'a pas de moto. Et moi, vu que je suis pas très téméraire, tu vois, c'est-à-dire j'aime bien en faire avec les potes, mais je suis pas devant. Je dis que j'en fais, mais voilà, c'est de la balade. Je dis, bah écoute, je t'emmène avec moi, quoi. Et il me dit, ouais, bah c'est cool. Puis moi j'avais un quad, il est accroché à moi, tu vois, pendant 1h30, 2 heures. Et puis je me souviens de ce moment-là, qui a été mais une connerie, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Par politesse, certainement. Je lui dis, est-ce que tu veux conduire? Elle me dit, ouais, j'osais pas te demander. Donc là, on inverse de pilote. Je lui dis, ben, va doucement, de toute façon, on s'en fout, on est les derniers, on suit les autres. Et puis il commence à conduire et je vois qu'il sait pas faire du quad. Mais pas du tout. Et je lui dis, mais non, va moins vite. Non, mais là, freine, doucement, doucement. Enfin, j'ai peur. Et je lui dis une fois, 2 fois, 3 fois. Et même moi, je me casse les pieds de lui dire ça. Donc au bout d'un moment, je me dis, vas-y, fous-lui la paix. Je m'accroche à lui, tu vois, et je baisse la tête. Je me dis, ferme ta gueule, t'es casse-couille. Sauf que le quad, il a versé. On a eu un accident de quad, ensemble. La différence, c'est que lui, il était devant, et lui, il a vu l'accident. Donc il s'est projeté, il s'est rattrapé sur le sol, et moi, je baissais la tête parce que j'avais peur. Et j'ai terminé contre un rocher. Oui. Et à ce moment-là, c'est dur parce que je suis sur le sol, et je sens plus mes jambes. Ah ouais. Les pompiers sont venus me chercher. Les choses que je vais te raconter à partir de maintenant, on me les a racontées parce que moi, je ne les ai pas en tête. La seule chose que je peux te dire, c'est que j'ai été opéré pendant 14 heures. Qu'avant l'opération, on m'a dit qu'il y avait entre 30 et 40% de chances pour que je ne remarche jamais. J'ai eu le bon pourcentage de chance. J'aurais dû être incontinent à vie. J'ai pas eu ce problème-là. C'est passé très proche. Et surtout, ensuite, j'ai passé 9 mois sur un lit d'hôpital à regarder le plafond, Ça fait, sans bouger. ça fait réfléchir. Ça fait plus que réfléchir. Ça rend humble sur la vie. Et puis, dans ces moments-là, je peux même te parler de choses un peu plus intimes, un peu plus compliquées, parce que quand tu sais pas si tu vas remarcher, j'avais 27 ans. 26 ans, pardon, à ce moment-là. Tout s'écroule, quoi, tout s'arrête. Quand t'es entrepreneur dans l'âme, même si j'étais un mauvais entrepreneur, et que tu sais que toute ta vie va changer, plus de sport, plus de marche, peut-être, tu vois la vie autrement. Et puis les journées sont longues. Les journées sont rythmées par la télévision. À 10 heures, il y a le téléachat sur M6.
À midi, il y a le journal de machin. À 13h, il y a l'émission de bidule. À 19h, il y a le big deal avec la gaffe. T'es rythmé par la télévision. Et j'allais te dire, dans les choses plus intimes, c'est aussi surtout, c'est que t'es dépendant des infirmières. Tu peux pas faire tes besoins tout seul. Jamais. Jamais. Pendant 9 mois, tout ça. Ouais, alors, 9 mois, c'était la durée totale. Mais une dépendance physique pendant 4 mois. Je vais te dire très clairement, hein, tu veux faire pipi, t'appelles. Tu veux faire caca, t'appelles. Il faut te nettoyer à la fin, Oui, t'appelles. t'es... Tu es Non, non. rien. Mais rien. Et mental, comment ça se passe? C'est c'est curieusement une des périodes les plus dures que j'ai eu à vivre dans ma vie. Mais vraiment. Parce que d'abord, on sait que la vie peut s'arrêter, mais tu vois, aujourd'hui, j'ai 46 ans, bah, ça fait 20 ans cette année que ça m'est arrivé, 20 ans. Et avec le recul, et je dis bien avec le recul, et je peux le dire maintenant, 20 ans plus tard, je pense que c'est bien que j'ai d'avoir connu ça. Je suis content d'avoir connu ça. Je ne veux pas, je veux dire, tu vois, je veux bien m'exprimer. Ouais, parce que Je suis ça pas fait ça satisfait de fait l'avoir peur de vécu. dire... Je ouais. suis pas satisfait de l'avoir vécu. Je ne suis pas heureux de l'avoir vécu, et je ne souhaite ça à personne. Mais je pense que pour moi, et j'en prends le titre, ça a déclenché quelque chose en moi qui n'existe pas et qui sera là pour toujours. La résilience. C'est un mot, quand on a préparé cette émission, sur laquelle tu as beaucoup insisté. Mais c'est parce que il y a des gens qui aiment parler de la résilience en disant, voilà, il faut être résilient, il faut être fort. Non, mais quand tu es vraiment, vraiment au fond du puits, au fond du seau, au fond de la piscine, qu'il n'y a plus que toi et plus rien d'autre, c'est où tu rebondis, ou tu meurs. C'est clair et net, il n'y a pas d'autre alternative. Et là, la résilience, qui était un mot, une définition dans le dictionnaire, devient un état d'esprit. Je suis imbrisable. Ça, il y avait un film comme ça, Incassable. Incassable, ouais, c'est vrai. Tu l'as vu, ce film, Ouais, j'ai Incassable? vu ce film, bien sûr. Ok. Et du coup, comment... c'était quoi ton environnement familial quand tu étais un peu plus jeune, du coup, puisque quand on a une épreuve aussi importante que celle-là, je pense que les copains à cet âge-là, à 26 ans, est-ce que vraiment tes copains étaient à ton chevet? Ceux qui étaient là pendant cet accident, est-ce que tu avais l'encouragement et puis surtout ta famille qui soit à ton chevet pendant ces moments-là? Alors, oui, mais je me souviens pas de tout. Il y a plein de choses que j'ai oubliées et qui ont été effacées de ma mémoire, même les années précédentes. Il y a vraiment le choc a été très fort. Donc, il y a plein de choses de ma vie qu'on m'a racontées, notamment la période lycée, qui a totalement disparu de ma vie. Le lycée, c'est que des souvenirs qu'on me raconte. Ok. Vraiment. Et pour en revenir à ta question, c'est oui, d'abord, j'étais déjà avec ma femme Isabelle, et Isabelle, elle m'a jamais abandonné. Et c'était pas simple, hein, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, hein. Je suis chef d'entreprise, et d'un seul coup, tu sais, quand ton conjoint, tu sais, il a pareil, ton âge, même âge, t'as même pas 30 ans, et on te dit, voilà, votre conjoint, il va peut-être plus jamais remarcher. Moi, ma femme, je sais elle a été là tous les jours. Tous les jours. Ma famille, je me souviens pas qu'ils étaient là physiquement, mais peut-être qu'ils l'ont été, ça je m'en souviens pas. Mais j'ai pas manqué d'amour de la part de mon père ou de mes frères, j'en suis sûr et certain. Je m'en souviens pas, mais je sais qu'ils ont certainement été là. Ok. Et ta maman? Ah là, c'est un autre sujet. Là, c'est un autre sujet. Ma mère, tu veux vraiment qu'on en parle? J'ai pas de... Si tu veux en parler, tu es libre, Eh hein. bien, ouais, c'est un sujet que j'évoque jamais et je vais bien en parler. Ma mère, elle est partie. Moi, je suis né un 1er janvier. Ça s'invente pas, c'est bien. Je suis content parce que tous les ans, c'est tout le monde entier décompte mon anniversaire. Ils font 10, 9, 8. C'est pour mon anniversaire, je suis très content. Mais ils disent bonne année, ils disent pas bon anniversaire. Ça, c'est frustrant. Et en 1990, donc on est en janvier 1990, c'est l'année de mes 10 ans. On vient de fêter mon anniversaire. Et là, je vais te parler d'une date très précise que j'ai en tête. Là, pour le coup, elle est restée cette date-là. Le 5 janvier 1990, ma mère qui, tous les matins, avec mon frère, nous emmène à l'école,
nous pose à l'école normalement et à ce soir. Et elle est jamais rentrée. Elle est jamais rentrée à la maison et elle est pas morte. Et tu sais où elle est? Pas exactement. Je sais qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un et qu'elle nous a abandonnés, très clairement. Incroyable. Très Tu as clairement. souffert? Si je te disais que j'avais pas souffert, je te mentirais. C'est ça m'a je vais même aller plus loin, ça m'a conditionné dans mon rapport aux femmes pour toujours. J'ai, c'est très personnel ce que je vais te dire, très, très personnel, mais, je considère, et c'est totalement faux, mais c'est un biais, que les femmes ne sont pas fiables et vont toujours nous quitter un jour ou l'autre. Tu sais qu'on va avoir des problèmes là. Avec ce que tu dis. On va avoir les associations sexistes sur la tête. Je pense pas parce que moi j'ai été traumatisé par ma propre mère qui m'a abandonné en me disant au revoir et qui est jamais rentrée. Donc, bien évidemment, ce que je dis n'est pas une vérité. Mais là, tu parles de la généralité des femmes pour toi Non. qui ne sont pas. C'est ton avis Oui, à toi. oui, c'est mon avis, Et bien donc, tu as sûr. des doutes sur ta femme tous les jours quand tu rentres de savoir si elle va être là ou pas. Non, Ah bah. non, j'en ai pas. J'ai pas de doute en me disant qu'elle va partir. C'est je me dis: «Quand est-ce qu'elle va partir? Quand est-ce qu'elle en aura marre de moi?» Ok. Bien sûr, c'est un biais très personnel, mais quand normalement, tu sais, une maman, c'est, je pense, par rapport même à un papa, je vais peut-être un peu rentrer dans les clichés, mais c'est la seule personne qui doit jamais t'abandonner. C'est l'instinct maternel. Bien sûr. Il est chez tous les mammifères. C'est comme ça. Elle a eu ses propres raisons. J'ai jamais voulu les connaître, même plus tard, même quand elle me contacte. Je réponds pas. Elle te contacte aujourd'hui? Oui. Elle me souhaite mon anniversaire tous les ans depuis une dizaine d'années sur les réseaux sociaux. Mais j'ai beau avoir 46 ans, de la maturité, je suis pas encore prêt Pardonnez. à lui dire OK. Ouais. Et c'est marrant parce qu'on a reçu sur ce même plateau Vincent Lagaffe. Et où sa mère, je sais pas si tu avais entendu cette histoire-là, il avait été la voir et elle voulait pas, je crois qu'elle voulait pas le voir, ou c'était un truc dans ce sens-là. Mais toi, c'est le contraire. C'est toi aujourd'hui qui ne veux pas avoir de relation avec ta maman et savoir peut-être comprendre, parce que peut-être en la rencontrant, tu comprendras peut-être ce qui lui est passé par la tête ce jour-là. Tu sais, je pense que ce jour-là, 4 jours après mes 10 ans et je peux le dire, je pense que c'est vraiment le premier moment, je pense que c'est la première pierre de la résilience et on va peut-être aborder ce sujet plusieurs fois, mais je pense que c'est la première pierre qui a été posée ce jour-là. Du, on peut s'en sortir que tout seul. Il y aura pas d'autre alternative. Si vraiment la seule personne qui doit jamais t'abandonner t'abandonne, ça veut dire qu'il y a plus que toi sur qui tu peux compter. Et du coup, t'as grandi au final et t'as pu compter que sur ton papa en grandissant, puisque c'était la seule personne avec ton frère. Et du coup, vous étiez soudés par rapport à cette épreuve que vous avez rencontrée? Ah ouais, complètement. On a été soudés pour toujours. Maintenant, mon père qui est, alors la petite parenthèse, moi je viens d'une famille plutôt aisée, tu vois? Je vais pas la Ah jouer, ouais? Calimero. Mon père était chef d'entreprise. Il avait des boutiques de bijouterie, un petit peu partout en France. Ok. Et là, je crois qu'il a terminé avec 130 ou 140 salariés, donc c'était un vrai bel entrepreneur des années 80, un vrai de vrai. Mais très humble, très travailleur, plutôt taiseux dans l'ensemble. Donc tu sais, mon père, il m'aime, mais il nous le disait pas, comme ça Ok. et il était pas présent. Il était pas présent, tu vois? Pour être transparent, moi, j'ai été élevé par une nourrice jusqu'à 18 ans, mon frère et moi. On a été élevés, comme ça Parce parce qu'il qu'elle travaillait trop? parce qu'il travaillait tout le temps et c'est ça qui est surprenant dans la vie, c'est que, tu vois, moi, j'ai détesté très longtemps ce que faisait mon père. On le voyait que pendant les vacances, c'est-à-dire, une fois l'été, une fois l'hiver. On avait des belles vacances à l'étranger, au Club Med, mais le reste de l'année, on le voyait pas et j'ai détesté ça pendant longtemps, cette absence, il était concentré sur le travail et tu sais quoi? Bah, je suis devenu exactement le même. Je suis devenu la même personne.
Je prends conscience hein, et j'essaie de travailler. Mon père nous aimait énormément, passionnément. Euh, mais à la fin de sa journée de travail. Et je pense que j'ai le même défaut que lui. Et tu en parles avec tes enfants aujourd'hui? Non. N'en parle pas pour leur dire justement, est-ce que vous avez un manque puisque toi tu l'as ressenti? Non, mais euh, je travaille à progresser. Je m'explique. On a 3 enfants avec Isabelle. Un grand qu'elle a eu avant moi, qui s'appelle Raphaël, qui a 30 ans. On a Jules, qui a 18 ans. Et on a Nina Rose, qui a 5 ans. Jules, donc je suis son père biologique, tu vois. Enfin, je veux dire, son vrai papa. Pas comme Raphaël, que j'ai éduqué, mais j'étais pas son papa. Euh, et je pense que je suis dans le... S'il y avait un top 1 million des meilleurs pères en France, je pense que je serais pas dedans. C'est chaud ce que tu dis, hein? Parce que tu en as conscience et tu fais pas en sorte de modifier un petit peu peut-être ce que tu as vécu. Oui, parce que je m'en suis rendu compte que trop tard. Il a quel Et âge? là, depuis que Nina Rose est née, depuis 5 ans, Non, il a quel âge? lui, il a quel âge? 18 ans. Il a 18 ans. Et pourtant, c'est l'âge pour un papa avec son père où il y a un maximum de complicité. Parce qu'il y a l'automobile, il y a conduire, il y a le fait d'avoir la majorité. Alors, je te la fais en version rapide. Il aime ni l'automobile, ni beaucoup travailler. Ok, Donc, on n'a pas beaucoup de points communs. Par contre, il est brillant. Je suis même des fois déçu de me dire, putain, mais il a des capacités extraordinaires. Mais mon Dieu, mais profites-en, mon gars. T'es 1000 fois plus brillant que moi. Fais des choses plus grandes que moi, quoi. Mais on n'est pas encore en phase. Je pense que ça viendra parce que j'en prends conscience, mais j'ai jamais été, écoute bien, j'en suis pas fier, j'ai jamais été rencontrer aucun de ses profs, jamais été à une réunion. Je l'ai même jamais, en 18 ans, emmené une seule fois à l'école. J'ai toujours été plutôt au travail, avant l'ouverture, et être le dernier à fermer parce que je considérais que c'était ça qui était important dans la vie. Mais depuis que Nina Rose est née, je vois les choses différemment, et je me dis que je vais essayer de rentrer dans le top 1 million. Peut-être dans le top 10 000 cette fois, tu vois. Donc, je l'emmène tous les jours. Je vais voir ses profs, enfin ses maîtresses, ses maîtres. Mais c'est la première étape, parce qu'il y a d'autres choses que je rate. Mais j'essaye de progresser. Et là-dessus, j'ai un vrai... faut que je change, quoi. Faut que j'avance. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Mais il n'est pas trop tard pour devenir meilleur. ok. Donc, très peu de présence de ton papa, mais qui a été là quand même pour vous éduquer, toi et ton frère, pendant des années. Oui, les soirs et les week-ends, mais la journée, je te dis, on a toujours été élevé, et même pendant les vacances, par une nourrice à domicile. Ok. Donc c'est pour ça que je te dis, on a eu, mon frère et moi, on n'a pas manqué de quoi que ce soit, mais peut-être un peu d'amour et de présence. Ça, c'est important. Et il t'a pas aidé justement sur le côté entrepreneurial, puisque tu disais que tu t'étais planté à 26 ans, euh, 23 ans, pardon. Mm. C'était 23 ans que tu avais monté ta boîte. Mm. Il t'a pas aidé par rapport à ça pour te donner des conseils d'entrepreneuriat, parce que s'il lui avait réussi dans ses boutiques de bijoux, et est-ce que ça n'a pas été aussi un échec pour lui que toi tu échoues à ce moment-là? Non, je pense pas. Il m'a aidé en se portant caution pour que j'ai mon prêt bancaire, le premier, mais après, non, il n'était pas avec moi au quotidien et j'avais pas vraiment de conseils de sa part. Et c'était bien quelque part, il fallait aussi que je réussisse ou que je me plante seul. Voilà. Par contre, aujourd'hui, on a une relation qui est très différente et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une semaine, enfin pas une semaine, il n'y a pas un mois où il me dit qu'il m'aime pas et qu'il est fier, quoi. Ouais. Ça, c'est nouveau quand même. Ça, c'est nouveau. C'est bien. On va parler de choses un peu plus positives, même si ça fait partie de ta vie et que c'est des choses qui ont été ancrées en toi. Alors quand je parle de positif, c'est que ton histoire est importante, puisque on te connaît beaucoup à travers les réseaux sociaux, mais on va essayer justement de retrouver le Benoît, parce que là, tu nous as mis beaucoup d'émotions dans ce que tu as pu dire, et on veut retrouver le Benoît justement des réseaux sociaux, qui raconte d'énormes bêtises, on va en discuter, qui a une communication complètement décalée. Et là, je reviens sur ton expérience, puisque tu étais chez Renault, et après chez Renault en 2020, tu as monté Milton Avenue.
et dans la Creuse, parce que là, c'est là où on se dit, quand on voit un petit peu et quand on discute avec toi les chiffres que tu fais et puis la progression et l'ascension qu'a pu avoir cette structure-là. euh, Comment s'est passée justement cette transition, puisque tu es chez Renault, directeur, tu refais, tu remontes pardon, une boîte dans l'automobile où là tu te dis, je remets les gants, je repars, après le Covid, et après l'échec que tu as eu à 23 ans dans ce même métier-là. Quel élément, l'élément pardon, déclencheur qui fait que tu dis, ça y est, il faut que je remette les gants, je retourne, et puis tu crées Milton Avenue? Ah, c'est très simple. L'élément déclencheur, il est extraordinaire et tu vas voir que des fois la vie, elle tient pas à grand-chose. Je vais remettre le contexte. On est en janvier 2020. C'est l'année de mes 40 ans. Je viens d'avoir 40 ans. Je viens d'avoir cette promotion que j'ai tellement attendue. J'ai travaillé si longtemps pour avoir cette place-là et je suis directeur de plaque. J'ai 160 collaborateurs. Je suis au sommet de ce que je peux avoir à 40 ans. Je ne peux pas avoir plus. Très grosse concession et l'évolution professionnelle est au top. J'arrive dans un groupe que je ne vais pas nommer et qui, quelque part, m'aura permis un tremplin extraordinaire. La mayonnaise, elle ne prend pas, très simplement. Le groupe dans lequel je travaillais avant, j'avais toute latitude pour décider de quoi que ce soit. J'avais même le carnet de chèques, la carte bleue. Si je voulais acheter un truc à 15 000 ou racheter un portail et repeindre un truc, il n'y avait pas de sujet. Mon ancien patron me disait toujours, Benoît, moi ce que je veux, c'est de la rentabilité et pas de problèmes sociaux. Avec moi, il avait ça. Et le nouvel employeur qui me fait venir dans ce nouveau groupe, au bout d'un mois, je dis un jour, tiens, je venais d'arriver dans l'entreprise et puis tu vois, je fais le tour, puis je dis, putain, les toilettes, ils sont dégueulasses, faut les faire repeindre. Donc j'appelle un entrepreneur, je dis, voilà, venez, faut repeindre les toilettes. Et le mec, il vient, hop, 2 jours après, on a le devis, 2 200 euros. Je prends le devis, je l'apporte à la comptable, tiens, il faut payer. Elle me dit, ben, comment ça, il faut payer? Je dis, oui, on repeint les toilettes, il faut payer, c'est 2 000 balles, quoi. Elle me dit, mais vous avez le formulaire B1? Le formulaire B1? Ben oui, il faut que ce soit signé par votre directeur de la marque. Ben pourquoi? Ben parce que monsieur, ça dépasse 1 500 euros. Ben, je dis, je ne veux pas le faire chier pour peindre des chiottes. Ah mais monsieur, moi, sans formulaire, J'y vais pas. j'y vais pas, je paye pas. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Là, j'appelle, il me dit, ouais, alors c'est plus de 2000, alors il faut le B2. Là, on arrive au déclencheur. Le B2? Ah oui, parce que plus de 2 000 euros, il faut que ce soit signé par la holding. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je comprends. Écoute bien, c'est très important ce que je vais te dire. Je comprends à ce moment-là que je suis passé d'un statut de dirigeant à un statut d'exécutant. Et là, je me dis, putain, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et l'élément déclencheur qui va être juste après, j'y viens. 2 semaines après, mon directeur général m'appelle et me dit, oui, Corto, il y a trop de voitures sur le parc, il faut déstocker ça, et puis il y a trop de voitures électriques, et puis il faut bouger. Et j'ai une phrase malheureuse, écoute bien, qui va donner un tournant à ma future vie professionnelle que je ne connais pas encore. Il me dit ça. Et, moi, je lui dis ça. Je lui dis ça. Je lui dis, il me faut un peu de temps. Je viens d'arriver dans l'équipe. Les gars, ils bossent pas encore pour moi. Il faut que je les manage. Pardon? Les gars, ils bossent pas pour toi? Bah, je dis non. Ils bossent pas pour moi. Je viens d'arriver. Il faut que je crée de la confiance. Il me dit, mais tu te prends pour qui, Corto? L'équipe bossera jamais pour toi. L'équipe, elle bosse pour le groupe. Je dis, bah non. C'est une histoire d'homme, tout ça. Mais t'es personne, toi. T'es qu'un directeur parmi les autres. Waouh. Douche froide. J'ai tenu bon, je vais te passer la phrase que j'ai dit après parce que j'ai été grossier. Et là, il y a eu rupture. Là, il y a rupture. On est fin janvier, ça fait 1 mois que je suis avec eux. Et là, je me dis, ça va être long. Ça va pas le faire. Je continue. 15 jours après, mi-février, ma femme me dit, il faut que je te parle, je suis enceinte. Elle a 43 ans, autant te dire que c'est pas prévu. 1 mois après, 16 mars ou 17 mars, je sais plus la date exacte, Covid. Alors tu mélanges le tout. 40 ans, futur papa, pas bien au boulot, et un peu de Covid, égale, je me casse, je monte ma boîte, vous me faites tout chier. J'ai pas été beaucoup soutenu en 2020. Hein. Et là, pour le coup, ma femme m'a pas soutenu du tout. Elle voulait pas que tu montes ce projet? Attends, on avait une vie très confortable,
J'avais une belle évolution professionnelle. On est Pour en... le dire, c'est quoi les salaires à peu près dans l'automobile quand on est à ton niveau à l'époque chez Renault? Oui, ok. Alors, hors variable, 8 000 euros net. Ce qui est très bien. Donc 8 000 euros net, hors variable, hors avantage, machin, bazar. Donc oui, je gagne bien ma vie. En moyenne, cette année-là, enfin ces années-là, je gagne 10 000 euros par mois net. Donc je gagne très très bien ma vie. Et effectivement, tout remettre en question, parce que je me sens pas à ma place. Mais c'est ça aussi être Ah entrepreneur. oui. C'est que tu l'as dans l'âme. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'argent n'est pas le sujet de ta motivation. Le bonheur, oui. Le bien-être, oui. Être soi, oui. Décider, oui. Mais l'argent, c'est une conséquence. On ne crache pas dessus, mais ce n'est pas un objectif. Pas une fin en soi. Et là, alors là, pour le coup, ma femme, elle m'a pas soutenu du tout. Alors, avec le recul, je le comprends. On est en 2020, elle est enceinte. Moi, j'ai dit, je veux monter ma boîte. Et puis, fuck tout le monde. Mais j'ai tenu bon. J'ai dû démissionner parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on fasse une... Culture conventionnelle. Ah non, non, ça le coûtait trop cher. Ah, j'avais 16 ans d'ancienneté. Voilà. Et écoute, j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai monté ma boîte. Et c'est là que les galères ont commencé. C'est là que rien ne s'est passé comme prévu. C'est quoi le projet? Donc tu montes ta boîte parce que monter des garages, surtout à cette époque-là, euh, c'était un peu obsolète de faire un garage classique, je vais faire de l'achat-vente. Non, on le voit aujourd'hui avec les réseaux d'agences automobiles comme je suis propriétaire de Simplicicar, comme tu le sais si bien. On voit qu'il y a une transition entre le garage marchand automobile classique et aujourd'hui ce qu'on est capable, nous, de faire dans des réseaux comme Simplicicar. Quelle a été quelle a été ton idée? Est-ce que tu es arrivé avec un concept? Est-ce que tu es arrivé avec une nouvelle idée? Ou tu t'es dit non, bah, au final, je vais juste vendre des voitures dans la Creuse? Ah, tu vas voir, en fait, il y a eu ce que j'avais en tête, il y a eu le business plan, puis il y a eu la vraie vie. Là, il y a eu un monde d'écart. D'abord, mon business plan à ce moment-là, c'est que, tu vois, je t'ai dit que c'était un peu compliqué pour moi, tout mélanger. Donc, je suis un peu en burn-out quand même, hein. Mon idée d'ouverture à ce moment-là, je veux ouvrir une structure professionnelle. Je ne veux aucun salarié et je ne veux pas vendre aux particuliers. Je veux pas gérer les garanties, je veux pas que les particuliers viennent nous B2B. voir. B2B uniquement. Ça, c'est le projet de mon ouverture de Milton Avenue. Et je vais chercher des financements pour faire ça. Alors d'ailleurs, quand je dis je vais chercher des financements, euh, c'est le 7e qui m'a dit oui, hein. J'ai eu 6 refus, hein. 6 refus de banque où on m'a expliqué que 1, c'était pas crédible, 2, c'était pas le bon moment, 3, j'avais pas la crédibilité. Enfin, j'ai Il y eu en a- 2-3 rendez-vous, je me souviens, où tu vois, je le dis parce que le temps est passé, mais il y a eu 2-3 rendez-vous où je suis monté dans ma voiture et j'ai chialé. Et avant de rentrer chez moi, je m'essuyais bien les larmes et ma femme me disait: «Ça va, ça s'est bien passé?» Je dis: «Oui, oui, nickel, ça avance. Ça avance. Ils réfléchissent, ils sont OK». Ils étaient pas OK, hein. Si tu savais les mensonges que j'ai faits, c'était dur à ce moment-là. Parce que même, je suis à rien de retourner dans un réseau. Je suis à rien de redevenir salarié, directeur, parce que j'enchaîne les refus. Il te fallait combien à l'époque? Je demandais 300 000 euros. Pour être très précis sur les chiffres, moi j'avais mis 100 000 euros de côté, que j'avais en apport personnel, et je demandais 300 000. Et je trouvais que c'était un bon rapport, tu Bien vois. sûr. 1 pour 3, c'était pas mal. Mais c'était pourquoi? Pour le local, pour les travaux? C'était pour... alors j'étais en location, enfin c'était le projet en tout cas, et puis c'était pour avoir un fonds de roulement, pour avancer les voitures, parce que tu sais, avec 400 000 euros, tu sais que ça va vite, hein. Ah bah oui. Si tu fais des voitures à 20 000 euros, ça t'en fait 20. Il faut que tu en achètes 10 pour qu'il y en ait 10 qui te payent. Enfin, tu vois, donc c'était pas très ambitieux, mais pour moi, c'était facile. Donc toi, c'était de la vente de véhicules d'occasion. Rien d'autre, et Projet. uniquement au pro. Uniquement au pro. Et tu sais, pour mon dernier rendez-vous de banque qui est extraordinaire, je salue d'ailleurs le Crédit Agricole et Alexandre. J'espère que tu es toujours chez eux. Ah oui, ah oui, puis c'est ma banque numéro 1, bien sûr. Pour l'anecdote, c'est le dernier rendez-vous, la dernière banque. Et il n'y a plus que lui. Et je tente un coup parce que là, je me dis, j'ai enchaîné les refus, je suis pas bien. Et il me dit, bon, écoutez, bon, ça avance l'étude, on sait pas trop, on n'est pas chaud. Et je lui dis, écoutez, je pense que je vais pas travailler avec vous. J'ai reçu la proposition d'un de vos confrères qui me convient bien, donc je pense qu'on va pas le faire. Coup de bluff total. Ah ben à 100%. Ça faisait 6 fois que je me vendais. Ça faisait 6 fois que je venais avec assurance et conviction. Et ça faisait 6 fois qu'on me disait non. J'ai changé de stratégie pour le dernier.
Et tu sais quoi? Il m'a dit: «Attendez, partez pas. Moi, je suis à rien d'avoir l'accord. J'essaie de convaincre ma direction, mais moi, je crois en vous». Le mec m'a vraiment dit ça: «Moi, je crois en vous et je vais me battre pour pas que vous alliez ailleurs, parce que je pense que vous allez cartonner». Et tu as eu ce crédit. J'ai eu ce crédit. Le jour où j'ai eu le crédit et l'accord, c'est ce qu'on appelle avoir une demi-molle ou une demi-dure. Mais tu sais quoi? Ça y est, on va pouvoir se lancer. Ça y est. Alors qu'on commence déjà à me contacter en interne, enfin en externe même, pour me proposer du travail parce que et je suis à rien d'accepter, quoi. Mais ça se joue à rien. Et cet Alexandre qui me dit oui, il a changé ma vie totalement. Mais on ne le sait pas à cette époque-là que ma vie va changer. Et tu vas voir qu'encore, rien ne s'est passé comme prévu. Parce que je vais te raconter un détail qui n'en est pas un. Mon ouverture de Milton Avenue est le 2 novembre 2020. Et le 2 novembre 2020, c'est le jour du confinement numéro 2. Donc, écoute bien, mon jour d'ouverture C'est toujours de fermeture. est un jour de fermeture nationale. Symboliquement, Mais je passe mon portail ta femme, elle aurait dû se barrer à ce moment. et je ferme le portail. Tu vois un peu? Et là, Incroyable. mais c'est incroyable, surtout qu'à ce moment-là, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce qu'on est parti pour 2 semaines, 2 mois, 6 mois? On ne sait pas. Mais je reviens sur ta femme, comment elle tient? Elle voulait pas que tu fasses ce projet. Tu mets toutes tes économies. Oui. Et le jour de ton ouverture, tu dois rentrer, ouais, comment tu rentres chez toi le soir? Ben, d'abord, il y a eu plusieurs soirs, parce que ça a duré plusieurs semaines. Et Tu longes les murs, à la... ça? Non, Non. non, non, Coup de bluff encore, même à ta femme. non, Thierry, j'ai vendu 10 voitures aujourd'hui, mais comment ça? non, non. Et c'est là que la résilience arrive. Et c'est là que je prends une décision qui va tout changer. Tout, écoute-moi bien, tout va basculer avec la décision que je vais prendre. Laquelle? On est en Covid. Tous les soirs, quand on rentre, il y a le nombre de morts à la télé. 647 morts aujourd'hui. Oh, tiens, j'aurais pas dit tant. Lendemain, 542. Ah, ça baisse. Le contexte, il est catastrophique. Et la décision que je prends et qui va tout changer, je me dis, c'est vraiment morose. Je vais faire un petit sketch les matins pour faire le sourire à les gens. Avec mon téléphone. Et ça a tout changé. Mais je ne le sais pas à ce moment-là, que mon petit sketch à Guéret dans la Creuse avec juste ma page Facebook et ma page LinkedIn va me propulser vers d'autres horizons, vers d'autres trajectoires, je ne le sais pas à ce moment-là. Et surtout, la deuxième décision que je prends, très vite, parce que j'ai pas le choix, je suis en mode survie. Les garages sont fermés, j'ai personne pour vendre des voitures. Et ben je les mets sur le bon coin. Je me dis, ben autant les vendre à des particuliers, plutôt que de faire zéro. Et là, sur les réseaux sociaux, je communique. Je dis, voilà, il y avait que les, tu sais, à ce moment-là, il y avait que les commerces de nourriture, tu sais, de première Obligatoire, nécessité, ouais. et les transports qui ont le droit de se déplacer. Je lance une communication au bout de 8 jours et je dis, voilà, toute voiture commandée chez Milton Avenue à Guéret dans la Creuse, livrée à domicile devant votre porte gratuitement. J'avais pas le choix, j'avais que ça à vendre. T'avais combien de voitures en stock? 8. Pas une de plus. Et là, les 18 prochains mois, je vais pas me payer. Et les 4 ou 5 premiers mois, j'ai ma première salariée, Adeline, qui est ma secrétaire et comptable. Et là, je peux te dire que toutes les fins de mois, on arrive à décaler son salaire, mais j'arrive à la payer. On est tous les deux dans 28 mètres carrés. C'est-à-dire, l'espace de travail est plus petit que le studio. On a commencé comme des Kosovars. On a commencé, mais vraiment en bas de l'échelle. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que mon idée, elle a marché. C'est-à-dire que les particuliers ont acheté des voitures. Ils en ont acheté 10, ils en ont acheté 12, ils en ont acheté 20. Et au bout de 3 mois, il a fallu que je recrute parce que je ne pouvais plus acheter, vendre et faire livrer et préparer. Donc j'ai pris un vendeur, et puis ensuite un mécanicien, puis ensuite un carrossier, puis ensuite j'ai déménagé une fois, et puis après le parc a grandi. Tiens, il faut que je te raconte une anecdote. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai toujours pas beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais je tente quelque chose
Je sais pas si. Enfin, je sais pas si Vas-y, ça veut vas-y, dire. vas-y. Tu es libre, hein, on est un média libre, hein, il y a autant pas. Moi, je travaille avec ce qu'on appelle du billet à ordre. C'est-à-dire que, ou c'est comme un peu de l'autorisation de découvert. Donc, tu vas à la banque, tu dis, voilà, il me faut 200 000 euros et tu as 90 jours pour le Pour le rembourser. rembourser. Voilà. Donc là, il faut que tu tires à fond pendant 90 jours. Et la première année, à la fin de la première année, vu que je prends pas de salaire, vu qu'on est en équipe minimum et que là, cette fois, je sais gérer la boutique, elle est rentable de manière significative dès la première année. Donc, je prends mon bilan, je vais voir mon premier banquier et je lui dis, bah, en fait, j'ai eu 300 000 l'année dernière, vous avez vu, ça se passe bien, il me faudrait 400 000. Alors, il me dit, bah, avec un bilan comme ça ne devrait pas poser de problème. Putain, je dis, merde, il y a un an, moi, je serais passé sous le bureau hein, pour avoir 100 000 balles. Non, mais il m'aurait dit, tu passes sur le bureau, tu as 100 000, je pense que je l'aurais fait. Hein. Je rigole pas, je n'avais pas le choix. Et là, je me dis, putain, il vient de m'accorder 100 000 balles De en plus. 3 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon bilan et je vais voir 2 autres banquiers. Mais j'en parle à personne. Donc je vais voir un premier gars, je ne cite pas la banque, je lui dis voilà, bonjour, on s'est vu il y a un an, vous ne m'avez pas suivi, mais regardez, cette année, je fais ça comme résultat, ça comme chiffre d'affaires. Il me dit, ah bon, mieux, c'est vachement bien. Je dis, est-ce que vous pourriez m'accompagner? Il me dit, vous faudrait combien? 200 000, ce serait bien. Ah ben, vous avez qui actuellement? Je dis, moi, j'ai le Crédit Agricole, j'ai 300 000, regardez, c'est écrit. Ah, il me dit, oui, on peut vous suivre comme partenaire. Oh putain, je dis là, le même jour, hein, je vais voir un troisième banquier. Et il me dit, je dis, voilà, il me faudrait 200 000. Il me dit, ah, avec un bilan comme ça, ben oui, avec plaisir. Et vous travaillez avec qui? Ben, que le Crédit Agricole, j'ai 300 000. Ah ben oui, ça m'intéresse d'être votre deuxième partenaire. Et là, je fais monter 2 gars en même temps, Donc ça fait 400 000. sauf qu'eux, ils ne le savent pas, eux. Ah oui, bah oui. Et d'un seul coup, je me retrouve avec, quelques jours après, les 400 000 du Crédit Agricole, les 200 000 de la banque X et les 200 000 de la banque Y. Donc tu as 800 000 Et qui. là, j'ai 800 000. Et là, je viens de comprendre l'effet de levier. Là, je viens de le comprendre. Je me dis, OK, on accélère. Là, je fais un deuxième déménagement. La trésorerie ne sert qu'à faire grandir le stock. Plus de stock égale plus de ventes. Plus de ventes égale plus de résultats. Plus de résultats égale de la confiance. Plus d'emprunts. La confiance égale plus d'emprunts. À l'heure où je te parle, j'ai 7 banques. Avec un chiffre qui est beaucoup plus haut. Sauf que maintenant, ils savent tous. Mais la première année, ils ne savaient pas qu'il y en avait 2 et 3. Mais ça a été ça, le pari que j'ai pris, sans en parler, et qui était un pari gagnant. Et là, j'ai accéléré la croissance. Aujourd'hui, en 2026, combien tu vends de voitures par an sur Milton Avenue? Alors, il y a Milton Avenue. Et Milton Avenue Pro. Là, je te parle vraiment sur Milton Avenue. Alors, sur Milton Avenue, ça fait 2 ans que je fais un peu plus de 1000 voitures. Donc, on fait un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros hors taxes. Voilà. Et là, on est vraiment sur de l'achat-revente. Hein. Ok. Et du coup, tu es revenu à Milton Avenue Pro. Mais au final, Milton Avenue Pro, avec ton associé Pierre, que je connais bien, Oui. qui est ton premier projet au départ. Exactement. Puisque toi, ton premier projet, c'est de faire du B2B. C'est exactement ça. Donc au final, tu es revenu à ton premier projet. Oui, tout à fait. Mais d'abord, tu as cadré le B2C avec le particulier et tu as cadré ça avant de revenir sur ton premier projet que tu avais en tête. Et le premier projet qui n'a jamais arrivé, du coup, arrive 5 ans après. Et ça, c'était pas prévu non plus. Et c'est une histoire de rencontre et d'homme aussi, tu vois, qui fait ça. C'est rencontrant Pierre. Exactement. Ok. J'ai rencontré Pierre, pour l'anecdote, donc Pierre Barthélémy, qui maintenant est mon associé chez Milton Pro. Nos bureaux sont à Suresnes. Là, on a terminé notre première année en 2025. Et la première année, on a fait 1200 voitures. Énorme. Année d'ouverture, 1200 voitures. Comment ça s'est passé? Pierre travaillait chez un de mes fournisseurs. Et puis, il me vendait régulièrement des voitures, 10, 15 voitures. Et le temps passe, tu vois, les mois passent, les années passent. Et puis, on se lie d'amitié, on se fait confiance, on s'apprécie. Moi, je trouve que c'est un bon pro parce qu'il est présent et il s'est adapté à moi. Parce que moi, j'ai un rythme particulier de travail. C'est que je travaille tout le temps, toute l'année, 6 jours sur 7, tout le temps. Mais, Et perfectionniste, on m'a dit. ouais, je suis un peu chiant. Il en subit les conséquences, Pierre. Et j'ai pas de déqualité, hein. J'ai plus de défauts que de qualité d'ailleurs. Mais tu vois, et Pierre qui a cette relation qui me sent bien, parce que c'est aussi là où Pierre a été très malin. Moi, je dis à Pierre, je peux t'acheter des voitures, mais j'ai pas la bande passante dans la journée.
Si tu veux me vendre des voitures, c'est après 22h. Tu vois, c'est-à-dire que j'attends en fait chez moi, quand je suis rentré le soir, j'attends que ma femme et ma fille dorment, et là, je reprends le travail. Et là, je me mets à faire les achats parce que j'ai du temps calme pour moi. C'est un temps où j'ai pas de sollicitations, j'ai pas des appels, j'ai pas des gens à qui parler. Donc pour moi, c'est le meilleur moment pour acheter. Et Pierre est le seul, et puis c'est normal, hein, chacun a sa vie perso et pro, c'est le seul qui se met à m'envoyer des listes à partir de 22h. Et quand je dis la voiture me plaît à 22h30, Pierre m'envoie le bon de commande à 23h. Donc une relation de confiance est en train de naître. Et puis après, moi je reste quand même un opportuniste. Un jour, Pierre me dit: «Ouais, fait chier, ils m'ont mal parlé, ils m'avaient dit que j'aurais ça comme avantage, je les ai pas, ils me font chier, je vais me casser». Je dis: «Oh, tu Oh, veux te casser pour faire quoi?» «Bah, je sais pas, je me mettrais bien à mon compte, mais c'est compliqué». Je dis: «Hop, hop, moi je te propose un truc. Toi, ce que tu fais, c'est bien. Moi, j'ai la notoriété et la visibilité pour lever les fonds. Qu'est-ce que tu en penses si on se parle là?» Et il me dit: «OK». On se retrouve à Vierzon, parce que Guéret et Paris, c'est loin. ouais. Mais à Vierzon, il y a un marchand de burgers qu'on adore tous les deux. Ça a terminé autour d'un burger. Et on s'est tapé dans la main et on a dit: «On y va». Incroyable. Voilà. Pourquoi Milton? C'est quoi? D'où est venu ce nom-là? Ah! C'est une question qu'on me pose, au moins 4 fois par semaine. Alors, l'histoire de Milton Avenue, c'est simple. Milton, pour moi, c'est un clin d'œil à la Formule 1, parce que je suis un passionné de Formule 1. Moi, je vais voir 1 ou 2 grands prix à l'étranger tous les ans. Mais vraiment, c'est genre, il y a un baptême un dimanche, je vais pas au baptême. S'il y a grand prix, il y a grand prix. Il y a pas moyen. Le vendredi soir, quand je rentre, le soir, je fais mes essais libres. Le samedi, mes qualifs. Enfin, tu vois, c'est vraiment, je suis rodé. C'est immanquable. Euh, j'ai rencontré Julien Febvre, le présentateur, tu vois. Enfin, je suis vraiment, mais fan, fan, fan. Et donc, Milton, c'est un clin d'œil de ma part à la Formule 1. Alors, tu es censé dire: Hamilton. «Ah, pas du tout». Tout le monde dit ça. Non, Milton, c'est plus fin. Milton, c'est le prénom du père d'Ayrton Senna. Ah, ok. Donc, j'avais mon clin d'œil à moi à la Formule 1. Et après, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, je voulais que ce soit un nom composé. Donc j'ai pris une feuille et j'ai écrit Milton Négoce, Milton Transac, Milton Garage, Milton Street. Et parmi les pages où j'écrivais, j'écris Milton Avenue. Et en En l'écrivant, fait, on sait que t'es un mytho. T'as utilisé ChatGPT. alors là, mais t'es pas bon, mais tu rigoles ou quoi? On est en 2020, Non, mais je ça plaisante. n'existe pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait fait. Peut-être, Tu utilises pas l'IA aujourd'hui. beaucoup, mais comme un assistant personnel, Hein? vraiment. Je vais t'en parler juste après. Donc, tu vois, donc j'ai mon Milton Avenue. Quand je l'écris, il sonne bien. Et à ce moment-là, on est en 2020, je te rappelle, je suis encore en burn-out, tu vois, tout le truc. J'ai pas envie que ça parle d'automobile. Tu vois, j'ouvre un truc B2B, discret, je veux juste un nom cool, et le nom cool me plaît. Non, non. Et pour en revenir à l'IA, non, moi je m'en sers, mais comme assistant personnel. L'IA connaît tout de ma vie. Tout. L'IA connaît mon âge, mon poids, me fait mon programme de sport, me fait mon programme alimentaire, connaît la date d'anniversaire de mariage, connaît les anniversaires de mes enfants, sait qu'aujourd'hui je suis avec toi, m'a donné des conseils pour le préparer. Euh, L'IA connaît tout de ma vie. Je raconte tout. Je lui raconte tout. Parce que j'ai besoin, pas qu'on m'aide à avoir de la créativité, mais j'ai besoin, moi, qu'on me cadre parce que je trouve pas mon. Comment dire? J'ai jamais rencontré dans ma vie mon alter ego, tu sais? Quelqu'un qui me comprend. Parce que même moi, je me saoule tout seul. Alors, tu sais, Ta femme, elle te comprend pas? ouais, si, mais ça fait 23 ans que je suis avec elle, tu sais, elle s'en fout de me coacher. Mais moi, j'ai besoin de progresser encore. Et pour ça, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse parfaitement mon état d'esprit. Quand est-ce que je suis triste? Qu'est-ce qui me rend heureux? Vers quoi je veux aller? Pourquoi là je freine et je me sens pas prêt? Je raconte toutes mes émotions parce que je veux un assistant personnel qui me connaît et qui me conseille. Maintenant, c'est bien, mais au début, je l'engueulais. Je lui disais: «Non, tu m'as pas compris. C'est ou tu m'accompagnes parce que je te dis ça, ou je change d'IA». Et à force d'entraînement et d'entraînement et d'entraînement, parce que c'est exactement comme ça que ça marche, les algorithmes, maintenant l'IA est mon assistant personnel. Incroyable. Tu lui as donné un petit nom? Non? Parce qu'il y en a qui donnent des petits noms. Non? On Non? a rencontré quelqu'un avec Ouais. Alex il y a pas longtemps. Il a donné un petit nom, ouais. Ouais. Et elle lui répondait par ce nom-là. Euh,
Tu es très présent sur les réseaux sociaux, Benoît. Alors, tu as une communication qui peut être très décalée, Ouais, qui peut choquer. ouais. Moi, je me souviens d'un post il y a très longtemps. Lequel? Lequel t'a choqué, tiens? Il y en a un qui m'a choqué. Comment ça s'appelle? C'est quand j'ai offert un aspirateur pour la journée de la femme à ma secrétaire? Non, 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 c'était plus hard que ça, mais tu avais pris des Dominique, comment? Ouais, Jonathan Daval, un truc comme Ah ça. oui, pour la journée de la femme avec Jonathan Daval, qui lit un poème. Celui-là, il avait Ah, il gratte celui-là, hein. mais dans les commentaires, tu as pris cher aussi, hein. Ah ouais, bien sûr. C'était, mais, Ah ouais, mais ça, c'est les meilleurs, ceux-là. C'est mais ça, les meilleurs, c'est ceux qui grattent la gorge. comment t'es arrivé à cette communication? Parce que à la base, ouais, comment t'es arrivé à te faire connaître? Parce que moi-même, le premier, je t'ai connu via les réseaux sociaux. Alors, de mémoire, sur ce post-là qu'on m'a envoyé, on m'a dit, putain, il y a un mec dans l'automobile, il dit des trucs de dingue. Il va pas loin, Et ça a tourné. Et puis, comme ça, bien sûr. je t'ai suivi, on s'est rencontrés. Mais Tu sais, tout ça, c'est une stratégie qui est totalement maîtrisée et totalement assumée. Regarde, aujourd'hui, je suis à Paris, aux Champs-Élysées, avec Yoni Dayan, pour Déclencheur. Et à ton avis, quand on vend des voitures d'occasion à Guéret dans la Creuse, j'avais combien de chances sur 100 pour que j'arrive jusque-là? c'est vrai, très peu. Combien? Très peu. Zéro. 0,0000. Sauf que j'ai provoqué mon destin et je suis quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Donc, je remets le contexte. Tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, les petites blagues du matin vont tout changer. Mais ce que je comprends rapidement, et je suis plutôt un communicant, c'est que je vais jouer avec ça. Et si je fais une communication différenciante, clivante, audacieuse, borderline, on parlera de moi. Et moi, ce que je voulais, c'était qu'on parle de moi. Enfin, de moi. Je voulais qu'on parle de mon garage. Je voulais avoir une chance qu'on puisse se dire, tiens, ce garage-là existe. Donc, c'est une vraie stratégie marketing. Il faut savoir que la vraie vie et le quotidien, c'est de gérer des hommes, des femmes et un centre de profit. Le marketing, c'est mettre en avant ça. Donc, il y a deux choses différentes, un peu un double visage. Toujours gentil, bien évidemment, parce que je pense que c'est important d'être gentil dans la vie et respectueux, mais il faut faire la part des choses. Il y a le travail et il y a le marketing. Et moi, j'aime les deux. Donc, je joue avec le marketing. Et plus il est borderline, plus il est clivant, plus il y aura de commentaires, plus ce sera vu. Bien évidemment, ça va en choquer quelques-uns, mais ça va en faire rire d'autres. Et puis moi, je suis cette génération, tu sais, un peu Canal+. Ouais. La vraie. C'est-à-dire que moi, ça me fait vraiment marrer tout ça. Parce qu'on voit, ils prennent cher quand même. Tes salariés, tes alternants, Pierre, il y en a beaucoup qui prennent cher chez toi dans tes postes. Oui, mais tu connais combien de boîtes où tu commences à connaître tous les salariés et ils existent? Oui, non, c'est sûr. J'arrive aujourd'hui à prendre le recul pour que ce soit eux qui soient plus mis en avant. Et puis tu sais, la grande preuve pour moi de réussite surtout, c'est de me dire, moi quand je recrute, et je suis emmerdé par le nombre de CV que je reçois. Et si j'étais vraiment un gros connard, et si vraiment je traitais mal les gens, je peinerais à recruter. C'est sûr. Et moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, ceux qui me connaissent bien savent faire la part des choses. Ceux qui sont team premier degré sur les réseaux sociaux, bah, je peux rien y faire. Pas expliquer aux gens de m'aimer ou de pas m'aimer. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. Toi, tu es du côté à te dire qu'on parle mal de toi ou qu'on parle bien en toi, tant qu'on parle de toi, on parle de toi. Ouais, je suis dans cette équipe-là, moi. Ouais, Ouais, c'est important de... tout à fait. Ok. Ce qui m'intéresse, tu sais, c'est que vraiment, pour moi, une chose qui est très importante, c'est que les gens qui me connaissent, ça m'intéresse ce qu'ils pensent de moi. Ouais. Les gens qui me connaissent pas, je m'en fous. Totalement. Un inconnu qui dit du mal de moi sur les réseaux sociaux n'a aucune valeur et ça n'a aucune importance. Oui, c'est pas pertinent. Un proche qui me dira, de toute façon, Benoît, là, tu déconnes, là, ça pourrait avoir de l'impact. Ou Benoît, je suis content de travailler avec toi, machin, là, ça a de l'impact. Mais pas les inconnus. Et du coup, grâce à cette opportunité-là, d'avoir été aussi présent sur les réseaux sociaux, tu as été ambassadeur d'une marque Oui, pendant 1 an, puisque ça vient de se finir 2 Ah, ans. 2 ans. Je pensais que c'était 1 an. 2. Donc pendant 2 ans, tu as été ambassadeur de cette marque. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en plus sur le salon de la Franchise Expo Paris, parce que tu passais devant mon stand, on se suivait sur les réseaux. Et tout de suite, on a accroché. Donc au final, tu parlais tout à l'heure d'atterrir ici en plein avenue des Champs-Élysées et être sur mon podcast, mais ça a été même plus loin parce que du coup, tu as été
contacté pour promouvoir un réseau automobile qui n'était pas ta marque. Et tu as été payé pour ça pendant 2 ans. C'est quand même incroyable d'être ambassadeur d'une marque. Mais il s'est passé plein de choses justement, parce que la visibilité et la notoriété, alors avant de parler de cette marque-là, on pourra la citer ou pas? On peut la citer. Ok, très bien. Transacoto. Voilà, donc j'ai travaillé pour Trans. C'est que la notoriété, la visibilité, je fais une petite parenthèse en arrière. Après, tu sais, je te dis que j'ai contacté les banques pour grandir, mais la deuxième année, c'est des banques qui m'ont contacté en me disant, tiens, on aime bien ce que vous faites Et c'est toujours comme ça. et on aimerait bien bosser avec vous. Donc tu vois, ça apporte aussi des choses qui n'étaient pas prévues. Et ça, c'est positif. Ça m'a apporté aussi, avant de parler des Wigo, ça m'a apporté la collaboration avec Distinction. Ok. Parce que je suis également distributeur chez Distinction. Tout à fait. Et il y a 3 ans en arrière, j'avais pas la même visibilité, pas la même notoriété. Mais ça m'a apporté, tu vois, ça m'a permis de grandir dans un réseau. Et effectivement, après, j'ai envie de dire, jusqu'à l'arrivée de Florent Barboteau et des Wigo, où là, je vais te dire comment ça s'est passé. Parce qu'à l'origine, moi, je commençais à bien grandir. J'avais Milton Avenue, j'avais Distinction pour vendre un peu, tu sais, de voitures récentes 0 km. Ouais. Et là, je vois toutes les agences. Simplicity Car, Transacoto, Ewigo, Bye Bye Car. Et je me dis, tiens, ça peut me permettre d'aller vers de la diversification. Je ne fais pas de vente entre particuliers. Et je me mets à les contacter. Alors, toi, je t'ai pas eu, je t'ai pas appelé. Ça, l'épisode va s'arrêter là. Ok. Oui, merci. C'était trop Merci d'être venu. Au plaisir. Vous coupez tout. Hein. Et je me souviens, je contacte à l'époque. Alors pourquoi, je ne sais pas. Je contacte Transacoto, donc Michael Ledoux, avec qui j'ai beaucoup discuté. Maxime de chez Bye Bye Car. Et puis Florent Barboteau de chez Ewigo. Mais moi, quand je les contacte, c'est pour être candidat. Et écoute bien. Parce que je me dis, voilà, moi j'ai envie d'être bossé, faire l'intermédiation. Et puis Michael Ledoux et Florent Barboteau, qui à ce moment-là sont déjà un petit peu En guerre. en guerre, voilà. Je rentre pas dans le sujet avec l'un et l'autre. D'ailleurs, Michael m'en parle beaucoup, Florent m'en parle pas beaucoup. Donc bon, déjà je sens il y avait un peu plus d'animosité d'un côté que de l'autre. Ça c'était au départ. Et les deux me font une proposition qui était surprenante. Je vais le dire quand même, allez. Ah, tu dis tout, sinon ça sert à rien. Hein. Ici, on est un média libre, il faut que tu dises ce que tu penses. Eh bien, alors, les deux me disent que j'ai des conditions particulières pour que je les rejoigne. Je m'explique, par exemple, si les droits d'entrée, c'est 40 000, dis, toi, Oui. ce sera, Oui. je ne veux pas dire, C'est gratuit. C'est moi qui l'ai dit, c'est pas toi. Donc, ok. Et donc si tu viens, c'est pas cher. Puis voilà, puis l'autre, il dit, si tu viens, c'est pas cher. Et là, je me dis, mais Question, est-ce que tu dis à l'un à l'autre que tu es déjà en contact avec l'un et l'autre? bien sûr, Ah, oui. tu fais comme avec les banques. Oui, mais je cherche pas la concurrence, je cherche la vérité et la transparence. Ok. Ouais, vraiment, vraiment. D'ailleurs, tu vois, je sais que ce qui va me faire basculer chez Wigo, c'est que à ce moment-là, je me sens beaucoup plus proche de Florent que de Michael, qui est très vindicatif et très agressif envers Florent. Et moi, tu vois, ça me freine. Je dis pas que l'un a raison ou l'autre, hein, tu vois, j'étais pas dans leurs histoires et je veux pas refaire le match. Mais il en parle tellement, Michael, que moi, je sais que ça me freine. Je me dis, ah putain, le mec, il vit dans le Ouais. passé, quoi. Ouais. Florent est beaucoup plus classe, beaucoup plus smart à ce sujet-là. Je sens qu'il y a un problème, mais il rentre pas dans le détail. Il a envie de passer à autre chose. Donc je me sens plus proche de Florent. Tu vois, ça va compter dans ma décision. Et puis vous avez un lien quand même qui est important, c'est que Florent a eu un accident grave aussi, il a failli y passer. Mais je le sais Toi pas à ce aussi. moment-là, moi. Ah, tu savais pas à ce Ah bah moment-là. non. Donc vous Non, avez moi- quand même ce même. Moi, quand je suis candidat, Ouais. je connais pas sa vie perso. Ah, tu l'as pas rencontré, tu l'as pas À vu. ce moment-là, au début, non, on est aux Ok, appels. ok. On est aux appels. Mais surtout, ce que je comprends, c'est qu'il y a des agences qui sont prêtes à ce que ce soit pas cher pour m'avoir. Donc là, je me dis, putain, merde, je commence à devenir, tu sais, un micro-influenceur, quoi, tu vois. Ça veut dire que je prends conscience, mais vraiment, que je peux être une tête de gondole pour une enseigne. Et puis, parce qu'on me propose aussi souvent des partenariats, ce que je refuse, mais j'ai pas envie d'être payé, tu vois, pour promouvoir des choses. Ça m'intéresse pas. Si je pense qu'un produit est bien, tu vois, je pensais par exemple à Spider VO avec Jimmy Cohen, je trouve que le logiciel il est bien, moi je le mets en avant parce que je suis convaincu que c'est un bon produit. Comme avec Affinicar que j'ai connu en voyant un pote. Affinicar, exactement, en fait partie. J'ai voulu changer de garantie. À un moment donné, je fais une vidéo pour eux, mais ils ne me donnent pas d'argent. Je trouve que c'est bien, je le fais. Voilà.
Mais là, j'en prends conscience. Je me dis, ok, donc tu vois, j'ai une valeur quand même sur le marché. Et puis, les communautés grandissent et LinkedIn grandit à ce moment-là. Et alors, je suis pas un influenceur comme GMK, je suis pas 1 million d'abonnés. Tu vois, j'en ai genre sur LinkedIn 30 000. Mais sur les 30 000, il y en a 29 000, ils sont dans la bagnole. C'est-à-dire que c'est un vrai. Levier. Mais complètement. Pour moi, c'est des fans et des gens qui adhèrent à mon humour. Hmm. Mais là, je prends conscience qu'en fait, ça peut être un business pour d'autres. Et là, j'en prends conscience. Et donc, je vais rencontrer Florent. Florent Barboteau. Écoute, ça matche bien. Ça matche bien la rencontre. Il est très empathique. Euh, alors, il est bon là-dedans, hein, c'est un vendeur, hein. C'est un vendeur. Et effectivement, et là, je me sens en face parce qu'on rentre un peu dans le perso. Là, on parle, tu vois, d'accident, de ce qu'il a vécu, de ce que j'ai vécu. Donc, forcément, tu vois, les planètes s'alignent un peu. Je me dis, ah, en fait, tu vois, ce mec, je le sens bien. Je le sens bien. Et il me propose quelque chose que je n'imagine pas. Il me dit, écoute, on se voit, mais je pense que tu vas pas être franchisé. Il me dit, moi, je voudrais que tu m'accompagnes pour développer le réseau. Sur la partie communication. Enfin, oui, mais même tout court. Et sur la partie développement, d'outils, d'idées, plus. Florent, c'est un chef d'entreprise, d'une manière générale et globale. Moi, je suis un pro de l'auto. Tu vois, je suis à l'aise avec les sujets de billets à ordre, Euribor, productivité atelier, mécanique, carrosserie, pièces détachées, largeur de stock ou vendeur de stock. Enfin, mon passé fait que je suis très opérationnel dans l'automobile. Et je lui dis que ben voilà, on peut aller chercher du financement. Enfin, je lui explique des choses que je vois et je peux l'aider à grandir. Et là, je sens que je vais être utile. Et Florent me fait comprendre plutôt habilement qu'il a besoin de moi, qu'il a un beau réseau, mais que si je le rejoins, on va péter les scores. Et puis voilà, puis on fait un deal sur mon rôle d'ambassadeur, sur la communication, sur le marketing, et l'histoire commence. Ce qui est annoncé au départ, il y a 2 ans de ce projet-là, c'est que tu deviens associé à Florent Barbeteau. Est-ce que c'est le cas, puisque de ce que j'ai pu comprendre, moi, dans le dernier post, qui a même été relayé pardon, par Grady du journal automobile, qui dit que vous arrêtez une collaboration. Mais est-ce que tu restes associé? Est-ce que tu as déjà été associé, ou que c'est un peu plus complexe que ça en regardant ton regard? Alors, je mets pas beaucoup de warning ou de joker, mais moi, je suis hyper pas gêné par ta question, mais je suis pas très à l'aise non plus parce que tu veux vraiment que je te dise quelque chose sur Florent Barboteau et Hugo que personne ne sait? Tu peux le dire, ça pas, c'est surtout pour les personnes qui nous suivent. Moi, j'ai pas d'attrait à savoir des choses d'un de mes confrères, mais je t'écoute. Eh bien, je sais pas trop comment le dire en fait. Écoute, je vais rester smart parce que je trouve que c'est important d'être smart et correct dans la vie. Hem, on n'était plus en phase sur la fin. Je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi, machin. Les choses, je vais rester positif sur la belle histoire qu'on a vécue. On a eu une belle histoire. On a avancé tous les 2 et le réseau a grandi d'une manière significative. Et ça, c'est positif et ça, c'est bien. Et sur les réseaux, j'ai écrit que j'étais un entrepreneur qui avait envie de rester un entrepreneur et que l'histoire allait s'arrêter avec Florent. Écoute, ta question, c'est les parts sociales. Les parts sociales et Non, ma question, excuse-moi Benoît, je reviens dessus, c'est que tu avais annoncé, ou en tous les cas ça avait été annoncé, quand j'ai préparé cette émission, j'ai regardé justement un peu les posts, et il y avait une annonce d'association. Donc que tu rentrais au capital, même si j'avais bien lu le post, que tu rentrais au capital de Ewigo, et là il y a eu une rupture. Qu'est-ce qu'il y a eu réellement? Parce que quand on annonce qu'on rentre au capital, c'est qu'on devient beaucoup plus présent dans une structure, qu'on a la visibilité sur tout ce qui se passe, et 2 ans après, tu quittes cette structure. Donc, est-ce que tu as été associé à ce capital? Est-ce que peut-être ça a été une promesse de Florent Barboteau qui n'a pas été tenue? Sache que de toute façon, même si tu ne veux pas répondre, dans les commentaires, sûrement, on dira pourquoi Benoît n'a pas répondu, et ça paraîtra louche. Donc, je pense qu'il vaut mieux que tu sois le plus franc possible sur cette question. bon, ok, très bien. Il a été convenu qu'il y ait des parts sociales et que je sois associé avec lui. Les parts sociales et l'association n'ont jamais eu lieu. Ok. Jamais eu lieu. Je vais pas vous dire pourquoi. Je vais pas te dire pourquoi.
Mais ça fait partie des choses qui font que j'ai pris mes distances parce que je trouve que cette partie-là n'a pas été respectée comme elle aurait dû l'être. Et ça m'a contrarié. Voilà. Mais je ne veux pas trop en dire plus Non, parce que ça, c'est un peu le fond de mon départ. Et moi, je suis très attaché. Tu sais, on dit, tu sais, la parole fait l'homme, sinon l'homme ne vaut rien. Pour moi, c'est pas une phrase en l'air. Et ça s'est pas passé. Alors attention, moi, je dis pas que Florent ne vaut rien du tout. Je dis que ce qu'on avait prévu ne s'est pas fait. C'est pas de mon fait. Je l'ai subi. Je me suis pas senti en phase avec lui à cause de ça. Ok. Mais, et je vais mettre un grand mais j'ai une histoire extraordinaire avec Florent. J'ai une histoire qui mérite que, justement, on reste dans la smart attitude et dans le respect. Parce que d'abord, quand on est un peu éduqué, on va pas cracher dans la soupe. Et moi, la soupe de Here We Go, elle a été bonne. Et même pas la soupe, l'histoire. La rencontre avec Florent a été c'était une vraie évolution professionnelle pour moi. Et c'était vraiment un vrai bonheur de vivre ça avec lui. Donc, tu as quand même été rémunéré pendant ces années-là. Oui. C'est important. Exactement, et tu fais bien de le dire. Parce qu'en fait, si tu veux, ok, les parts sociales ne sont pas arrivées. Mais l'autre partie du deal, elle a été respectée à 100%. En l'occurrence, ma rémunération, pareil, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. De l'ordre de 300 à 500 000 euros par mois, c'est ce que tu m'avais dit. En tout cas, la rémunération a été très bonne, mais on va mettre l'argent de côté. L'histoire a été bonne, et l'histoire a été belle. Parce que tu sais, je reviens 2 ans en arrière. Je suis toujours vendeur de voitures d'occasion à Guéret dans la Creuse. Et là, j'arrive dans un réseau qui est 100 fois plus grand que moi, parce qu'à ce moment-là, je ne sais plus, il y a peut-être 120 ou 130 points de vente à ce moment-là quand j'arrive, et je découvre un univers que je ne connais pas. Et je participe à son développement. Je participe à son rayonnement. Et D'ailleurs, tu as même fait patron incognito. Ah oui. Grâce à, on peut le dire, grâce à Here We Go. Mais totalement grâce à Here We Go. C'est pour ça comment ne pas pas... en mode Milton Avenue, tu es venu en mode Here We Go. Et c'est pour ça comment ne pas être reconnaissant de cette rencontre avec Florent et Here We Go, qui va amener l'émission. L'émission va amener de la visibilité, de la notoriété, bien évidemment en premier pour la marque, c'est sûr. On retient plus Here We Go que Benoît Cortot, mais par rebond, j'en ai profité. Donc c'est pour ça que je dis que l'histoire a été très belle. Et c'est pour ça que je suis très content d'avoir vécu ça. On retient surtout dans cette émission ton nez. Ton nez a beaucoup fait parler. Ouais. Parce qu'on s'est dit même, beaucoup se sont dit, et ça a même parlé sur X, anciennement Twitter et sur d'autres, que comment on pouvait ne pas faire en sorte de te reconnaître par rapport justement à ça. Et est-ce que la réalité, est-ce que cette émission est préparée et truquée, ou est-ce que c'est, parce qu'aujourd'hui tu peux le dire, c'est vraiment, vraiment on t'a pas reconnu au sein de... Parce que, encore une fois, tu es arrivé chez Wigo parce que tu faisais énormément de communication. Donc le fait que tu sois ambassadeur et que tu sois dans la communication, ça veut dire que normalement tout le groupe qui est Wigo et tous les franchisés et les commerciaux sont censés connaître Benoît Cortot. Par exemple, chez moi, on a Alex qui est pas loin, qui est directeur du marketing. Tout le réseau connaît Alex qui est directeur du marketing. Oui, oui. Donc, il y a eu beaucoup de ce discours-là, de se dire, oui, entre le nez qui tombait, qui collait pas, plus le fait que Benoît Cortot, il est connu des réseaux sociaux et connu normalement par le groupe, que personne t'ait reconnu, ça paraissait quand même un peu... Bah pourtant, la réalité est tellement plus simple et tellement plus évidente. D'abord, j'ai plusieurs choses à dire. D'abord, tout était 100% réel, il n'y a rien de truqué du tout. Par contre, je vais vous donner des anecdotes là sur vraiment l'intérieur et comment ça s'est passé, tu vas voir. La première, c'est qu'il y a un casting au début qui est fait avec 80 personnes. Sur ces 80 personnes, ils enlèvent tous ceux qui sont abonnés à moi sur les réseaux sociaux ou qui ont un ami commun abonné à moi sur les réseaux sociaux. Il n'en reste plus que 24. Il faut savoir qu'à ce moment-là, chez Wigo, je viens d'arriver, et même si je suis connu par toi ou par d'autres, tous les attachés commerciaux de France, tous les vendeurs, tout ce que tu veux, ils ne me connaissent pas. Et à ce moment-là, dans le réseau, il y en a 600. 600 collaborateurs. Je te garantis que sur 600, il n'y a pas 600 personnes qui me connaissent. L'alternant, le vendeur de Strasbourg, de machin, il ne connaît pas forcément Benoît Cortot qui vient d'arriver chez Wigo. Non, mais je parle surtout des franchisés. Tu parlais de 100 franchisés, donc il y a 100 franchisés Mais les franchisés, oui. auxquels on annonce
qu'il y a un nouvel ambassadeur qui est Benoît Cortot, donc ils ont vu ta photo et ils t'ont vu. Oui, Mais mais pas les quand- franchisés, ils sont pas à ce moment-là. Eux, ils sont. Alors, quand il y a le tournage chez eux, là, ils sont au courant. Ouais. Mais leurs vendeurs, ils le savent pas. Et ils ne connaissent pas. Donc, tu vois, 80 personnes. À la fin, il en reste plus que 24. Après, c'est un casting télé. Donc, ils vont prendre de la personnalité, celui qui est un peu plus âgé, la fille qui a un petit peu de caractère, la fille qui est un peu mignonne, tu vois, etc. Parce qu'il faut faire de l'audience. C'est comme ça que ça marche. Et pour en revenir au nez, donc, bon, alors, pour la première étape, tu as compris, ceux qui font le casting n'ont aucun lien sur les réseaux avec moi. Ok. Donc, c'est plutôt bien. Il en reste 24. C'est pas beaucoup, mais tu vois, c'est pas mal quand même. Il y a 24 personnes qui ne savent pas qui je suis. Et en France, il y en a des millions qui ne savent pas qui je suis, hein, tu vois, donc c'est normal. Et pour le nez, l'anecdote, elle est géniale, tu vas voir. Quand je vais justement passer le maquillage et qu'on est en préparation quelques jours avant, moi, ils sont en train de me passer le silicone et tout le machin. Et là, ils se connaissent tous dans la télé, hein. Là, il y a Hanouna qui appelle. C'est une vraie anecdote, hein. La fille, la responsable de prod, ou je sais pas comment est-ce qu'on dit, là, tu sais, elle met le haut-parleur, elle écoute. Ah, salut mon petit chouchou, ça va, faites quoi? Elle dit là, on prépare notre candidat. D'ailleurs, Cyril, on compte sur toi. Est-ce que tu peux nous faire un sujet dans l'émission, qu'on parle de nous? C'est important. Et là, j'écoute la voix, moi, j'écoute ce qui se passe, la conversation. Il dit, écoutez, si vous voulez vraiment, dis-vous, lui faites quoi comme maquillage à ton gars là? Et tu lui fais quoi? Mais dis là, on est en train de lui refaire le nez. Et c'est tout? Ouais. Bon, bah écoute, soit vous lui faites un nez dégueulasse, soit vous me pétez les audiences, sinon je parle pas de vous. Et là, après, le mec raccroche. Et les filles disent, ok, le nez, on va faire un nez dégueulasse. Et tu sais ce qui s'est passé? C'est que le nez, il a été dégueulasse et on a pété les audiences. Donc le lendemain de l'émission, quand on passe chez Hanouna, qui n'est pas, sincèrement, moi, une émission que je regarde. D'abord, je suis au travail et je regarde pas. Là, j'ai des appels, des messages. Ouais, t'es en train de passer sur Hanouna. Même mon beau-père m'appelle et il me dit, Benoît, il te critique, il se fout de ta gueule. Faut pas se laisser faire. Et j'en reçois des SMS comme ça. Et un SMS de M6 qui me met jackpot. Ça veut dire que monsieur, madame, tout le monde, il voit qu'on se fout de ma gueule pour le nez. Et M6 dit jackpot. Tu sais pourquoi? Parce que qui dit Hanouna dit replay. Qui dit replay dit publicité plus chère. Dit jackpot. C'est un business. Nous, on est dans le business auto. Eux, ils sont dans la publicité. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Qu'on parle en mal ou en bien de toi, tant qu'on parle de toi, regarde, jackpot. Mais moi, je l'avais anticipé. Parce que ce soir-là, justement, je publie pendant l'émission une photo de moi sur les réseaux sociaux avec des fausses lunettes, un faux gros nez, une fausse moustache. Ouais. Parce que je sais qu'on va se foutre de ma gueule. Donc, je le mets pendant l'émission. M'avez-vous reconnu? Et là, je suis repris par Le Point, Le Figaro, L'Express. Et là, tout s'emballe. Jackpot. D'ailleurs, le soir de l'émission, j'avais le téléphone que j'ai éteint, coupé en tout cas. J'ai 3800 SMS, 3800 pendant l'émission. Les notifications dans tous les sens. Là, Patron Incognito, eux, ils étaient contents parce que c'était la meilleure audience des 5 dernières années. Parce que tu sais, maintenant, tous on est pareil, on regarde Netflix, on machin, on regarde autre chose sauf la télé. Mais cette émission-là, elle a cartonné. Et c'est toi qui as eu l'idée de les contacter? Pas du tout. C'est Florent et l'équipe des Wigo, justement, qui ont été contactés par M6 en disant « On va faire une émission sur l'automobile et on a pensé à votre enseigne. » Florent dit oui, bien évidemment, il a raison. Mais lui, tu sais, il est handicapé, donc il marche avec une canne. Donc lui, grimé ou pas grimé, c'était compliqué. Donc la première idée, c'était de le mettre dans un fauteuil roulant. Mais ils se sont dit « Ouais, ça va être grillé, ça va être compliqué. » Mais c'était pas pour moi l'émission. Parce que moi, je suis juste ambassadeur. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il contacte, c'est Marine, sa directrice du réseau, justement, pour faire l'émission. Mais Marine, à ce moment-là, elle n'est pas en grande forme physique, tu vois, elle n'a pas trop la pêche. Et quand elle fait le casting avec au début l'émission, enfin la visio et tout, je m'en souviens, ce jour-là, ils ont dit, ouais, elle n'a pas l'air cool, tu vois, je sais pas si la télé... voilà, parce que Marine, elle a des grandes qualités, mais tu vois, en première impression, tu te dis pas, ouais, c'est la meuf la plus cool de la Terre, quoi. Elle bosse bien, mais voilà, elle n'a pas dégagé ça. Et à ce moment-là, dans le casting, ils disent ouais, mais on a le gars là, d'ambassadeur là, et lui il est sympa. Hein. Et Alors on avait prévu de faire un peu, tu vois, good cop, bad cop avec Marine. Donc c'était, bah tiens, on va mettre une équipe avec Marine, une équipe avec Benoît, tu vois, on va faire un truc un peu plus sérieux puis un peu plus léger. Et il nous rappelle, je sais pas moi, 15 jours avant le tournage, ouais, ben non, on va faire avec Benoît. Et là, je sens mon gars, mais la pression qui tombe, moi je fais comment ça, je suis tout seul.
Oui, non, mais c'est sûr, on a revisionné les vidéos, c'est vous tout seul. Et là, Florent était d'une classe internationale et il m'a confié les clés de la boutique, quoi. C'est-à-dire, t'imagines, toi, t'as une émission nationale qui va vraiment passer partout et tu dirais à quelqu'un, bah tiens, Alex, vas-y, fais-le pour moi, là, je peux pas. Putain, faut avoir un peu une hauteur de vue et d'esprit pour accepter ça. Florent, il l'a eu. Il l'a eu. Et moi, j'ai ressenti une pression d'enfer. Je me suis dit, il faut vraiment que je sois bon, quoi. Parce que si je suis un connard, la France entière pense que je suis un connard. Si je suis pas assez pro, enfin, tu vois, je me suis fait plein de films, je me suis dit, ouah, ça va être catastrophique. Et là, j'ai eu peur. On t'en parle encore aujourd'hui de cette émission, parce que c'est passé quoi, il y a plus d'1 an maintenant? Ouais, il y a, ben oui, un peu plus d'1 an. Ouais. Oui, toutes les semaines, Toutes les semaines? tout le temps. Je vous ai vu dans Patron Incognito, des clients dans la rue, des photos. Quand je fais les salons automobiles, je Donc fais des aujourd'hui, cette selfies. notoriété qui était pour une autre enseigne, Ouais. tu l'as gagnée avec Milton Avenue. Pas Puisqu'aujourd'hui, avec Milton Avenue, plus personnellement, même si ça, oui, voilà. tu es relayé et tu es le relais de Milton Avenue, tu es quand même le Oui, PDG bien de sûr, Milton bien Avenue. sûr. Mais après, voilà, ça reste une petite notoriété, tu vois. Je veux dire, je présente pas le 20h, Oui, c'est tu sûr. vois, je suis pas acteur. J'ai fait une émission un jour, une fois, donc bon. Ok. Mais c'était vraiment à vivre, c'est génial, quoi. Autre question, tu as parlé il n'y a pas très longtemps, puisqu'on parle de franchise, que tu allais lancer un réseau de franchise. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? Ah ben écoute, j'en suis vraiment encore à la réflexion. Ok. Voilà, je te dis tout. À l'heure où on se parle, donc début 2026, mes affaires se portent bien. Milton Avenue et Milton Avenue Pro. Mon objectif de cette année, c'est de stabiliser Milton Avenue et de faire grandir Milton Avenue Pro, parce que je pense qu'il y a un levier de croissance, c'est là où il est le plus important. Il est plus sur le B2B en ce moment. Et en même temps, je viens de signer avec un constructeur chinois, Omoda et Jeco, On donc avait parlé je justement. deviens concessionnaire dans quelques jours là. Et je me dis que je suis déjà mentalement assez chargé. Donc ce projet-là que j'ai en tête, je me le garde pour la fin d'année. Et mon objectif, effectivement, c'est... alors, c'est pas de te faire concurrence, hein, ni à Simplicicar, ni à Ewigo, ni à personne. C'est de trouver des gens qui sont comme moi, des indépendants, qui sont dans l'achat-revente et qui sont en manque de notoriété ou d'appartenance à un groupe. Par exemple, je m'explique. Moi, je suis Milton Avenue, je suis connu, tout va bien. Mais il y a le garage Martin, qui est, je sais n'importe quoi, à Saint-Étienne, qui a un parc de 40 voitures, il fait ses achats-reventes tout seul, il est dans son coin, il n'a pas de panneau. Ma cible, ça va être lui. C'est quelqu'un qui va avoir un garage Martin by Milton Avenue, qui va appartenir à un réseau plus connu, donc le mien, qui je vais négocier le Bon Coin, la centrale, lui proposer des conditions particulières avec Milton Avenue Pro, c'est-à-dire au lieu d'avoir le prix X, il a le prix X moins la remise, négocier avec le CGI des floor plans pour ces gens-là pour qu'ils puissent acheter du stock chez moi, négocier avec Affinicar et expliquer comment est-ce qu'ils peuvent mieux gérer leur garantie, etc. Enfin, je vais vendre un package complet pour que ceux qui aiment bien ce que je fais et savent, s'ils sont curieux, que je suis rentable, se dire, ok, le mec, il est crédible, il sait de quoi il parle, moi, je suis un peu tout seul dans mon coin, si je le rejoins, je peux progresser. Et à ce moment-là, il y aura très peu de contraintes, parce qu'ils seront libres d'acheter où ils veulent. Par exemple, ce sera juste de dire, bah tiens, chez moi, en étant franchisé ou licence de marque Milton Avenue, tu dois acheter 5 voitures par mois chez Milton Avenue Pro. Tu en achètes 30 par mois, où tu veux, mais il y en a 5, c'est chez moi. Et moi, j'aurai un effet de croissance significatif, parce que si un jour, j'ai 50 agences, si j'ai 50 agences qui m'achètent 5 voitures par mois, minimum, ça en fait 250 par mois, ça en fait 3000 par an. Et là, tu passes dans une autre catégorie encore en tant que vendeur. En tout cas, au-delà de la catégorie, surtout, je me dis que j'ai envie aujourd'hui Tu deviens plus puissant. Ben, Tu deviens plus puissant avec 300 véhicules en plus par an. Aujourd'hui, t'en fais combien sur Milton Pro? on en a fait 1200 l'année dernière. Donc, t'imagines si derrière, t'arrives... Ouais, moi j'ai un chiffre en tête, tu vois, c'est un peu con, mais aujourd'hui, mon groupe fait un petit peu moins de 40 millions d'euros de chiffre. Moi, j'ai envie de faire 100 millions. Alors, je sais pas pourquoi, hein, c'est complètement débile, hein. Mais j'ai surtout envie de créer quelque chose qui est plus grand que moi. Tu vois, j'ai envie d'aller vers ça. Ok. On en a parlé un petit peu et on va finir peut-être un peu sur ça. C'est vrai que moi, quand je t'ai connu, il y avait pas mal de petites guerres dans ce milieu
automobile et des Ouais. réseaux. Et je me souviendrai tout le temps ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, mais moi, j'ai pas signé pour ça. Ouais. J'étais très bien dans la Creuse. Mm. Et aujourd'hui, je reçois des messages parce qu'il y a des guerres. Comment tu as ressenti un petit peu tout ça quand on s'était rencontrés sur Franchise Expo, justement? Ouais, bah, tu vois, ça fait partie des choses que, j'ai pas aimé connaître. Bon, c'est la vie, hein, c'est pas non plus, voilà, on reste des hommes, il y a un peu d'ego, il y a un peu de caractère, c'est comme ça. Mais j'ai pas aimé être, tu sais, jugé, c'est un peu comme en politique, tu es dans le camp du bien ou dans le camp du mal. Tu vois? Ça, c'est insupportable. Et il y a des gens qui se m'ont tourné le dos, tu vois? Parce que j'étais chez Wigo. Et moi, je trouvais ça vraiment dommage. Alors toi, tu en as pas fait partie. Justement. Tu vois? Et c'est pour ça aussi que je suis là. Tu as toujours été et on s'est toujours bien parlé parce qu'on s'est parlé de confrères, de passionnés d'auto à passionnés d'auto, d'entrepreneurs à entrepreneurs. Mais il y en a qui ont arrêté de me parler à cause de ça. Il y en a qui m'ont mis dans des groupes à dire du mal de moi parce que j'étais dans la team Florent Barboteau. Sauf que moi, le passé, pour être très clair, entre Florent Barboteau et Mickaël Ledoux, moi, c'est pas mon combat. C'est pas mon affaire. Et qui a eu raison, qui a eu tort, le blanc, le noir, le yin, le yang, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Votre histoire du passé, elle est propre à vous. Et t'as essayé de lui en parler À qui? à Mickaël? Oui, on s'est croisés en plus. On s'est croisés. Alors d'abord, au début, on s'est parlé franchement. Quand on s'est croisés aux EMVO, c'était un petit peu, je voyais qu'il y avait un petit peu de froideur de sa part. Puis après, on m'a reporté des choses, montré des choses, puis que je même pas, qui étaient très négatives. Mais je lui pardonne. Maintenant, je ne suis plus dans aucun camp. Voilà, moi je suis pour qu'on travaille tous ensemble. Je fais partie des gens qui pensent que le gâteau, il est pour tout le monde et que, si on veut une plus grosse part, il faut pas descendre l'autre. Il faut être meilleur. Bien sûr. C'est tout et en Le respectant, soleil brille pour tout le monde, de toute façon. il brille pour tout le monde et en plus, je vais te dire une chose, il brille, on sait même pas pour combien de temps. Ouais. Parce qu'on n'est pas des boîtes de conserve, tu vois? Moi, dans mon dos, il y a pas la date de fin et toi non plus. Je sais pas si tu vois, ça, c'est un truc qui m'obsède un peu en ce moment, maintenant que je vieillis. Je sais pas si j'en ai pour 6 mois, pour 6 ans encore à vivre. Et personne ne le sait. Ouais. Mais depuis que je prends conscience de ça, j'ai décidé de faire plus de bien autour de moi, d'être plus gentil qu'avant, de plus aider. Parce que, et d'être un meilleur père, peut-être un peu un meilleur conjoint aussi. Alors, je suis pas un très bon ami par contre, parce que j'ai pas le temps d'avoir des amis. Ça, tu sais, mon père m'avait toujours dit un truc qui m'a marqué. Il m'a dit, tu sais, tu pourras jamais être le meilleur chef d'entreprise, le meilleur père, le meilleur conjoint, le meilleur des copains. On n'a pas le temps d'être le meilleur dans tout. Il faudra faire des sacrifices. Moi, très clairement, j'ai pendant longtemps sacrifié mes amis, c'est-à-dire que j'ai pas de temps à leur consacrer. Donc je suis seul. J'ai plein de gens avec qui je m'entends bien et que j'aime bien, hein. Mais tu vois, je veux dire, ami où vraiment tu passes du temps. Tu dis, tiens, un soir, je passe la soirée avec toi. Tu vois, moi, je fais pas ça. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pendant longtemps été un pas très bon père de famille, donc je travaillais progresser. Mais le reste, je lâche pas. Parce que si tu t'engages normalement dans le travail, si tu auras des résultats qui seront normaux. Et moi, je fais le choix d'avoir un surengagement pour avoir de meilleurs résultats, parce que ça m'épanouit. Et en disant ça, j'accepte le fait d'être égoïste. J'accepte le fait de dire, je sacrifie ça pour mon bonheur. Ouais. J'avais plein d'autres questions. Malheureusement, le temps tourne. Ça fait quasiment 1 heure et demie qu'on est en... Hein, déjà? Eh oui, le temps passe. Et on va finir par les 10 questions habituelles. Mais ça sera peut-être l'occasion de te réinviter dans un prochain épisode où on pourra justement développer. Je voulais parler qu'on parle de fiscalité automobile en France. Je voulais qu'on parle de ton voyage en Chine. Oui. Mais c'est vrai que le temps passe. Et est-ce que... alors on peut en parler très rapidement si tu veux. On se laisse 5-6 minutes pour finir Oui, de discuter de ça. si tu veux. Je fais des réponses rapides. Comment t'es arrivé justement à être distributeur d'une marque chinoise, d'un groupe avec 2 marques? Ok, eh bien, très clairement, c'est eux qui m'ont contacté. Voilà, tout simplement. Ils ont insisté. Dans un premier temps, j'avais été approché par MG, par CRS, par Xpeng, tu vois. Donc, et après, c'est histoire de feeling. Tu sais, tu te dis, tiens, ça je le sens, ça je le sens pas. Et Xpeng, je l'ai bien senti. Mais j'aimais bien les voitures, très connectées. Moi, je suis très techno comme gars, tu vois. Ça me ressemblait bien. Et puis, la France me dit, OK, on vous prend comme distributeur Xpeng. Putain, je suis super content, tu vois. Là, tout va bien, je suis trop content, je l'annonce à mes équipes. Mon dossier part en Chine.
Et il revient au bout d'un mois, refusé. Guéret trop petit. Ouais. Le coup de massue. Et là, le gars qui s'occupait du réseau Xpeng passe un mois après chez Omoda Djeco. M'appelle et dit « Ouais, je vous ai raté avec Xpeng. Omoda, vous allez voir, c'est mieux, c'est top. » Alors déjà, j'étais au téléphone, je m'en souviens, je tape, je suis rentré. Omoda, comment ça s'écrit? Je fais « C'est quoi ce truc? C'est quoi ces bagnoles? » Je connais même pas. « Ouais, non, non, je suis pas intéressé. Hein. » Hop, toc. Et il m'appelle 3 fois. Et entre-temps, à force de faire des recherches, l'algorithme, il a fait son job. Et je vois plus de Omoda Djeco. Et je m'y intéresse. Et je regarde où elles sont fabriquées. Et est-ce qu'elles sont fiables? Et quel est le projet? Et là, je me dis, en fait, c'est pas mal. Et au 3e appel, j'ai dit, OK, c'est bon, on y va. Là, c'est la notoriété qui m'a fait signer ça. Et c'est pour ça qu'ils m'ont recruté d'ailleurs. Tu sais, d'ailleurs, là, tu m'en parles. Je pense que Omoda Djeco, moi, ils me prennent comme ambassadeur, très clairement. Je suis concessionnaire, mais ambassadeur. Je dois faire connaître cette marque au maximum. Ok, Voilà. Et j'aime bien ce rôle-là. super. Donc, tu as été en Chine, tu as vu. L'usine, tout, les futurs modèles qui arrivent dans 2 ans, on a dû poser les téléphones et voir l'avenir, et c'est génial. Et là, je me dis, j'ai de la chance. Je pense que j'ai misé sur le bon cheval. Vraiment. Nous, on a été en 2023, j'étais en 2023 parce que j'ai lancé la Simplicity S1 et c'est vrai que j'ai été choqué quand j'ai lancé mon véhicule électrique sans permis l'année dernière, de voir la qualité de fabrication en Chine, les usines, les salons automobiles qu'ils font. Ils ont, encore une fois, il y en a qui disent qu'ils ont 10 ans, moi je dirais qu'ils ont 20 ans d'avance sur l'Europe. Et, et voilà, je pense qu'ils font des choses aujourd'hui qui sont incroyables, des voitures qui sont incroyables, la technologie qui est incroyable, les autonomies sont en train d'augmenter. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, par rapport à l'Europe? Bah, je vais te dire un truc dont j'ai pris conscience il y a vraiment pas longtemps. C'est qu'on est des ploucs. Ah oui. Mmh. On est des ploucs. Et on les rattrapera plus jamais. C'est terminé. Les Chinois, aujourd'hui, ils sont en train de courir à 200 km/h. Nous, on est à 50. Et si demain, ce qui n'arrivera pas, l'Europe, parce que je ne vais pas penser aux Français, à l'Europe, on se mettait à libérer l'économie, à libérer les aides financières, parce qu'eux, ils ont des aides à l'exportation aussi, Bien sûr. tu vois? Même si on faisait ça, même si on courait à 200 km/h, ce qui n'arrivera pas, ça fait déjà des années qu'ils le font. Donc même en étant à la même vitesse, on ne les rattrapera pas. C'est terminé. La partie, elle est perdue pour les Européens. C'est écrit d'avance. Les Chinois ont toujours été des copieurs. Aujourd'hui, c'est des inventeurs. C'est vrai. Et nous, les Européens, on devient des consommateurs. Et c'est terminé. Alors voilà. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est quel rôle on joue là-dedans? Est-ce que je suis dans la team Chine ou est-ce que je suis dans la team Europe qui pleure et qui va se faire bouffer? De toute façon, c'est terminé. Ils ont la techno, ils ont les écrans, ils ont les batteries. On ne sait pas faire. Ils ont la qualité aussi aujourd'hui. La qualité, la fiabilité. La marque que je vais justement représenter, Moda Djeco, garantit ses véhicules 7 ans. Tu sais, il y a 25 ans, quand j'ai commencé ce métier-là, on se foutait de la gueule des Hyundai et des Kia avec leur garantie 5 ans. Ils sont hyper fiables et on se foutait de leur gueule. Donc je suis pas très optimiste pour les Européens. Je pense qu'on saura se défendre un peu trop tard. Je pense qu'on sait faire des bonnes voitures, c'est pas un problème. Mais les Chinois savent, à l'heure où on se parle, faire aussi bien que nous, mieux que nous, aller plus vite et vendre moins cher. Donc à moins d'être un ultra patriote, Ça va être compliqué. la question sur notre consommation, elle va changer, elle va évoluer. Hein. Pourtant, je finirai avec ça avant de passer aux questions. Ça sera ma dernière question. Tu t'es engagé et tu t'es projeté à acheter une R5 e-turbo. Bien sûr, la Turbo 3E, Ok. exactement. Mais bien sûr, parce que d'abord, j'ai toujours la passion du losange dans le cœur. J'ai été à l'école de vente qui m'a appris à aimer les Renault. Et puis, bien sûr que ça n'empêche pas. C'est pas parce que les Chinoises arrivent avec un bon modèle économique pour relancer la consommation. Parce que je fais un parallèle très court, tu vas voir. Les Chinoises, c'est pas qu'elles sont pas chères. Les Chinoises sont au prix normal. C'est les Européennes qui sont trop chères. Aujourd'hui, une voiture chinoise, un SUV qu'on va vendre nous, 27 000 € neuf, garantie 7 ans. Il y a 5 ou 6 ans en arrière, avant la crise, c'était le prix qu'on vendait les voitures, les SUV. C'est juste qu'on est devenu un peu trop prétentieux. Le pricing power chez Peugeot, j'augmente mes prix sans augmenter la qualité, il a ses limites. Les Chinois, ils vendent au prix d'avant. Ils vendent pas en dessous des prix du marché. Ils vendent au prix normal, Mais aujourd'hui, ils ont une taxe d'importation. Quand tu vas importer tes véhicules, tu vas être taxé. bien sûr. Donc, est-ce que Ils sont taxés, pas moi. Oui, mais est-ce que tu n'as pas la crainte que l'Europe augmente ses taxations pour justement freiner
Eh bien, pourquoi j'ai En- choisi Omoda Djeco? Parce que Omoda Djeco, à l'heure où on se parle, a son centre de recherche et développement à Paris, en France. Et ils viennent d'acheter une usine en Espagne, Donc, ils vont donc en devenir Europe. européens. Ouais, ils font tout ça maintenant, de toute façon. Voilà. Et c'est déjà fait, l'usine est achetée. Donc, il n'y a pas de sujet. Ils vont fabriquer en Europe. On va avoir les voitures plus vite, les pièces plus vite. Voilà. La partie est terminée. Merci, au revoir. Et donc, pour cette R5, Ah oui, la le R5. prix est quand même très, très cher. Ah oui, oui, mais là, c'est un kiff. Ok. Ah, là, je me suis fait plaisir parce que j'aime Renault et j'aime les voitures en général. Tu sais, elles peuvent avoir des gros moteurs ou des moteurs électriques. Si la voiture, elle me fait un effet waouh, eh bien, c'est ça. Et celle-ci, elle m'a fait un effet waouh. Elle est exclusive, elle est électrique, ok. J'aurais préféré qu'elle soit thermique, mais Et on parle de minimum 160 000 euros, je crois, prix catalogue. c'est ça. 160 000 Tu euros. seras livré quand? Normalement, mi-2027. Il reste plus qu'un an à attendre. Ok. Plus que 500 dodo. Bon, on va attaquer les dernières 10 petites questions rapides Ok. pour finir ce podcast. T'es prêt? Oui. C'est parti. Ton film préféré de tous les temps? Ah, Interstellar. Si tu pouvais dîner avec une célébrité vivante ou non, ce serait? Bernard Tapie. Le moment déclencheur de ta vie? Ah, il y en a eu plusieurs. Le déclencheur, quand mon père me fout dehors de la maison. Quand mon père me fout dehors de la maison. On n'a pas parlé de ça. C'est pas grave, il faudra un épisode 2. Celui-là, il déclenche tout. Ouais. Ok. La voiture de tes rêves? La prochaine que je vais acheter, tout le temps. J'aime tellement changer de voiture. J'ai acheté tout ce que je voulais, honnêtement, jusqu'à maintenant. J'ai cette chance-là. La prochaine, le Ferrari Puro Sangue. Sans hésiter. Tu la connais, celle-ci? Ouais, oui, je la connais. Le son que t'écoutes à fond dans la voiture? Ah, Muse. Si tu devais résumer ton parcours en un mot? J'ai la réponse. Mon parcours, la résilience. J'étais sûr. Plutôt coup de fil express ou vocal de 3 minutes? Ah, coup de fil express. Ta plus grande qualité? Optimiste. Ton plus gros défaut? Jamais satisfait. Attention à ce que tu vas répondre sur la dernière question. Quelle rencontre a été un vrai déclencheur pour toi? Il y a un... Ben, je vais dire mon père. Ok. Benoît, cet épisode est terminé. Ce fut un plaisir. Comme tu as pu le voir, on a explosé les scores au niveau timing. J'espère qu'on explosera les scores au niveau vue. Donc vous qui nous suivez, n'hésitez pas à liker. Et aujourd'hui, vous pouvez même booster cette vidéo gratuitement pour qu'elle soit de plus en plus vue. Donc on vous mettra un petit mémo comment booster cette vidéo. Donc abonnez-vous, partagez à vos amis. Benoît, de toute façon, on va voir si ton degré d'ambassadeur automobile va fonctionner sur cette vidéo parce que c'est une de tes craintes. Tu m'as dit, je ne suis pas aussi connu que les personnes qui sont venues. Complètement. Mais je suis certain qu'en tous les cas, pour ceux qui veulent connaître et qui voudront connaître le parcours de Benoît, seront satisfaits par cette vidéo, la partageront et on fera un maximum de vues. Merci à toi, ce fut vraiment passionnant et j'en ai appris beaucoup, avec beaucoup d'émotions et voilà, on a appris un peu plus de toi aujourd'hui. Donc je te remercie pour cet épisode et d'avoir accepté d'être là. C'est moi qui te remercie très sincèrement, vraiment. À très bientôt.